Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Johann Sfar. Bonsoir. Alors, on dirait qu'on est plein, mais les 2 tiers des personnes ici, c'est ma famille. Donc, je les remercie d'être venus et de nous faire croire que, comme il y a 70 ans, la RATP a été capable de véhiculer des Israélites dans Paris. J'ai fait la liste de toutes les vannes que je m'étais dit que je ne ferais pas ce soir. Je vous les fais d'un coup, comme ça on les fait pas toutes. Je m'étais dit, s'il y a du monde, il faudra dire qu'il y a enfin un auteur français qui arrive à remplir les salles sur la Shoah, en plus de Dieudonné. Voilà, maintenant je suis à vous. Alors, comme c'est votre famille qui est là, peut-être que c'est pas la peine de vous présenter. Je vais le faire quand même très très brièvement, même si les gens qui sont là, en effet, vous connaissent. Peut-être tout simplement, Johann Sfar, dire que vous êtes né à Nice, 1971, et que vous êtes auteur de bande dessinée, romancier, scénariste, illustrateur, réalisateur, bref, auteur d'une œuvre aussi pléthorique que diverse, protéiforme, tentaculaire, bouillonnante, les qualificatifs ne manquent pas. Peut-être qu'on peut dire que c'est d'abord une œuvre qui est profondément singulière et profondément personnelle, que vous constituez depuis une trentaine d'années, même un peu plus maintenant. Une phrase m'est venue à l'esprit en vous lisant et en vous relisant pour préparer cette rencontre, une phrase qu'on attribue à Pierre Dac, en fait, c'est pas sûr qu'elle soit de lui, vous la connaissez sans doute. Tout est dans tout et réciproquement. Alors pourquoi tout est dans tout avec vous, Johann Sfar? C'est parce que toute votre œuvre est tissée de fils qui rejoignent ensemble votre vie, vos livres, vos films, vos bandes dessinées dans tous les styles, que ce soit des carnets ou de la fiction, que ce soit de l'heroic fantasy, du western, de la biographie, de l'humour qui d'ailleurs est un peu partout, du polar, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Dans vos bandes dessinées, on retrouve des échos de vos autres bandes dessinées, de vos romans, de vos films. Et je dis des échos, c'est quand ce ne sont pas des références directes et explicites. Alors par exemple, pour présenter le livre dont nous allons parler aujourd'hui, La Synagogue, qui est sorti à l'automne chez Dargaud, on pourrait dire que vous en racontez la genèse et la création dans les carnets que vous publiez chez Gallimard. Les derniers tomes parus s'appellent « On s'en fout quand on est mort » pour le dernier, « Comment maigrir » pour celui d'avant. Et on pourrait aussi... C'est pas encore un succès. On pourrait aussi, pour présenter ce livre... citer comme ça des titres d'autres de vos œuvres qui formeraient comme une sorte de constellation, puisque dans cette synagogue, il y a à la fois le chat du rabbin et klezmer, il y a à la fois le niçois et Comment tu parles de ton père, il y a à la fois La promesse de l'aube et Le dernier juif d'Europe. Bref, c'est un livre qui, comme les autres, vous contient tout entier et à la fois que vous excédez largement, et c'est pour ça qu'il y aura encore d'autres livres, on l'espère. Alors on va parler de ce livre et donc peut-être quand même citer quelques grands sujets qu'on va aborder dans l'ordre ou dans le désordre. Ceux qui sont, il suffit de voir la couverture pour voir un peu de quoi ça parle, un peu, de virilité, de la France, du judaïsme. Peut-être en creux, on en parlera bien sûr, c'est même pas peut-être, c'est sûrement de la Shoah. Mais pour commencer, peut-être qu'on peut commencer avec le commencement, c'est-à-dire avec la mort, puisque ce livre parle de la mort. On pourrait dire qu'il n'aurait pas existé comme ça si vous n'étiez pas passé pas loin de la mort. En fait, c'était il y a 2 ans avec le Covid, comme beaucoup de gens. Oui, la question c'est pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Parce que moi, je tuerais père et mère pour faire une bonne histoire, surtout si elle se vend. Et il y a une quinzaine d'années, mon ami Eliette Abécassis a décidé que je devais publier des romans. Donc elle m'a emmené chez Albin Michel et j'étais face à l'éditeur de chez Albin Michel et il y avait Eliette et je les entendais parler de moi. Elle avait mis une robe absolument à tomber par terre et Richard Ducousset, l'éditeur, n'avait Dieu que pour Eliette. Et il lui disait alors qu'est-ce qu'on va lui faire à ce jeune homme? Alors je vous avais fait le chat chez Dargaud, c'est bien. Chez nous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et je dis bonjour Didier. Et il me dit mais racontez-moi votre vie.
Et je lui dis, bah voilà, mais il vous est bien arrivé quelque chose d'intéressant quand même dans votre vie. Alors je lui dis, bah voilà, entre 16 ans et 21 ans, j'ai fait vigile de la synagogue de Nice. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me mets à lui raconter toutes les choses qui ne sont pas dans ce livre, c'est-à-dire toutes les choses vraiment violentes à laquelle j'ai participé ou que j'ai vues. Et il dit, mais c'est extraordinaire. Vous allez nous faire le roman du gardien de la synagogue. Je dis, mais attention, j'étais le plus nul. Il dit, encore mieux, comme ça vous prendrez des coups, ce serait super. Et je commence à m'y mettre. Et je me dis d'abord que c'est pas très sérieux parce que tous les gens sont encore vivants, tous les gens sont encore en activité. Il n'est pas certain qu'ils reçoivent tous très bien. Puis vous savez, si vous voulez qu'un juif fasse quelque chose, il faut lui dire que c'est super secret. Par exemple, à la suite des attentats de la rue Copernic et de la rue des Rosiers, les diverses synagogues de France et les lieux de rassemblement juifs ont obtenu du ministère de l'Intérieur l'autorisation de faire du gardiennage. Il paraît que la fameuse phrase malheureuse de Raymond Barre n'y était pas pour rien, c'est-à-dire que quand Raymond Barre a déploré qu'il y ait en plus des victimes juives, des victimes innocentes rue des Rosiers, les coreligionnaires qui sont allés voir le ministère de l'Intérieur on dit, regardez, si même Raymond Barre en est là, vous imaginez bien qu'on a besoin de protection. Et à la suite de ça, le ministère de l'Intérieur a autorisé qu'il y ait du gardiennage dans toutes les synagogues, en plus des polices municipales qui, à l'époque, étaient moins développées qu'aujourd'hui. Mais simplement, si tu vas voir des jeunes juifs et que tu leur dis c'est permis par le ministère, il faut monter la garde devant la synagogue, il n'y en a pas un qui va y aller. Donc pour qu'ils y aillent, tu leur dis, on va te dire un truc. Même ta copine, elle ne doit pas le savoir. Même tes parents, ils ne doivent pas le savoir. Tu vas faire un truc très, très important. C'est que tu vas éviter que les papis et les mamies ils squattent devant la synagogue après Shabbat. Donc j'étais vraiment pénétré de l'idée que j'avais participé à des activités extrêmement secrètes et qu'il fallait absolument jamais en parler. Mais comme moi, ma religion, c'est le droit d'auteur, il y a un moment, je me suis dit, mais si j'en fais un livre, ça va se vendre. Et ça, c'était il y a 15 ans. Et j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Et quand il y a eu le Covid, j'ai eu un Covid assez sérieux, mais je suis loin d'être le seul. Et je me suis trouvé dans cette chambre d'hôpital à me dire c'est tout de même con parce que ce livre aurait pu se vendre. Et l'autre chose aussi, et je tiens à lui dire toute mon amitié, bien que j'ai eu le Covid, j'ai été dans le service de gastro-entérologie du professeur Sexic à l'hôpital Saint-Antoine. Il était bien embêté parce qu'il vient me voir au bout de 3 jours. Il me dit, Monsieur Sfar, je lui dis, docteur, comment je vais? Il me dit, j'en sais rien parce que je suis gastro-entérologue. Et de toute façon, il y a trop de place, il y a plus de place dans l'aide Covid, donc vous vous a mis là. Et il voyait bien que j'étais embêté, alors il a essayé de me donner du courage. Il me dit, en tout cas, Monsieur Sfar, battez-vous. Hein. Et franchement, avec ma chemise où on voyait les fesses, avec la famille qui n'avait pas le droit de me venir, je ne savais pas avec quoi me battre. Et j'étais aussi perplexe qu'à l'époque à Nice où on me demandait de me battre et où j'étais pas le plus doué pour ça. Donc voilà, donc me relevant du Covid, j'ai fait cette histoire où évidemment j'ai un regard sur la violence et sur l'activisme un petit peu plus critique qu'à l'époque. Mais pour autant, alors de manière plus large, c'est un livre sans doute on en parlera sur la fascination des héros, des mâles, de la virilité, mais c'est aussi la question de l'activisme politique. Et on en parle beaucoup aujourd'hui sur l'activisme lié, par exemple, aux agressions sexuelles. Vous avez des victimes d'agressions sexuelles qui vont vouloir d'abord faire des choses violentes, brutales, etc. Alors on va leur dire ça sert à rien. Et après, elles vont vouloir porter plainte, et on va leur dire, et là, c'est là que mon message n'est pas très positif, parfois ça ne sert à rien non plus. Et le sujet de ce livre, on va dire que sur 117 pages, il y en a 110 pour expliquer que l'action violente, il vaut mieux éviter, parce que vous parlez de la mort, mais le vrai sujet du livre, on va spoiler, mais enfin ça se le début, le vrai sujet du livre, c'est le meurtre. C'est-à-dire qu'il y a un moment de l'ouvrage où les conditions d'un meurtre sont réunies, et c'est le moment où on décide qui on veut être. Et j'ai tout de même voulu, par honnêteté vis-à-vis de mes lecteurs anarchistes, dire en 7 pages à la fin comment l'action légale a également très peu de chances d'aboutir. Quelle que soit la lutte qui vous... Donc, comme tous les désespérés, il reste la littérature. Ça ne sert à rien, mais on se fait du bien entre soi. On garde peut-être, même si vous avez spoilé, et puis même si des gens ont déjà lu le livre, on garde le meurtre pour un peu plus tard, en effet. Et peut-être qu'on commence à la synagogue, puisque vous nous avez dit ma religion c'est le droit d'auteur. Vous étiez à la synagogue, et vous, si vous êtes devenu vigile ou responsable de la sécurité de la synagogue, c'est pas uniquement parce qu'on vous a dit que c'était secret, c'est parce que à l'intérieur de la synagogue, ça vous ennuyait profondément, pour rester poli. Oui. Moi, on m'a toujours dit, par exemple, en ce qui concerne le terrorisme, on m'a dit t'es dans un avion, il y a un commando qui arrive avec des mitraillettes, méfie-toi des convertis. Les types qui ont été activistes dès la naissance, tout va très bien,
mais ceux qui s'y sont mis il y a 2 semaines, c'est eux qui vont tirer sur la gâchette. Bon, mon papa, il est né à Sétif en 1933. Honnêtement, sa passion, ça n'avait jamais été la religion. Il disait très, très gentiment à Nice, j'ai commencé avocat des prostituées, j'ai terminé avocat des banques, et entre-temps, j'ai défendu tous les droits communs de la Côte d'Azur. Lui, sa passion, c'était les voitures de sport, c'était être amoureux, il avait une Alfa Romeo qui changeait tous les 2 ans. Enfin, ça l'intéressait vraiment. Et entre autres drames, quand ma maman est décédée avant que j'ai 4 ans, comme si ça suffisait pas, mon père, qui était pianiste depuis toujours, a fermé son piano et s'est passionné pour la religion. Et d'une certaine façon, il s'est inventé un judaïsme beaucoup moins drôle que le vrai judaïsme. Parce que, en vrai, le judaïsme, c'est plutôt rigolo. Quand on va à la synagogue, tout le monde rigole, tout le monde chante, il y a très très peu de gens qui prient, c'est pas le sujet. Mais mon père, il a pris ça très très au sérieux. Il a eu je sais pas, un truc un peu... comment il dirait Emmanuel Macron, il a une façon mormone d'être juif, et il rendait tout un peu... Donc c'était très obligé, et moi tout petit ça me faisait peur, et puis je m'ennuyais monstrueusement. Un jour j'ai essayé d'emmener un schtroumpf, on m'a dit que c'était interdit, et j'ai bien compris que si je disais à mon père en grandissant que je voulais plus mettre un pied à la synagogue, il y aurait un drame familial. Parce que s'il était très croyant, il s'en serait foutu. Mais comme je crois qu'au fond, il n'était pas croyant et que c'était ça son problème, si je l'aidais pas dans son fantasme, bon, c'était compliqué. Et soudain, j'ai découvert qu'on pouvait être dehors plutôt que d'être dedans. Donc, plutôt que de s'ennuyer à l'intérieur, on pouvait s'ennuyer dehors à monter la garde. Et ça m'a profondément charmé comme perspective. Ce à quoi, depuis que j'ai sorti le livre, de nombreux lecteurs et lectrices m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a de moins ennuyeux à être debout à l'extérieur qu'à l'intérieur avec un livre de prière? Je ne saurais pas vous le dire. Mais moi, dehors, ça m'allait mieux. Alors, puisque vous évoquez votre père et qu'on a dit que c'était aussi un livre sur la virilité, je ne sais pas ce qu'on voit actuellement derrière nous, et c'est pas... Enfin oui, c'est dans ce service de gastro-entérologie que Kessel va vous apparaître, une figure virile s'il en est, niçoise comme vous, comme Romain Gary aussi, les 2 anciens élèves du lycée Masséna dans lequel vous avez étudié. Puisqu'on parle de votre père, peut-être je voudrais aussi parler d'une autre figure virile à sa façon et importante pour vous, c'est votre grand-père, peut-être votre grand-père maternel qui est aussi beaucoup dans ce livre. Là, c'est donc l'autre côté, l'autre judaïsme. Votre père, c'est Sétif, l'Algérie. Votre grand-père maternel, lui, c'est plutôt l'Ukraine actuelle. Oui, c'est un petit peu lui qui m'a sauvé d'une certaine façon. Mon grand-père maternel s'appelait Arthur Haftel. Il venait d'Ukraine. Il est arrivé en France dans les années 30, à l'époque où la France importait des médecins polonais, comme elle importe aujourd'hui des plombiers. Enfin, ça s'appelait la Pologne à l'époque, c'est l'Ukraine maintenant. Et il a vécu de la façon la plus absurde possible la Deuxième Guerre mondiale, puisque toute sa famille disparaissait dans la Shoah par balle, pendant que lui était dans les maquis en France. Et il s'est retrouvé, après avoir été dans toutes les résistances possibles, il s'est trouvé faire partie des 4 ou 5 médecins de la brigade Alsace-Lorraine. Et ils sont allés faire la guerre très loin en Allemagne. Et à cette occasion, il a découvert l'aspect le plus ridicule de la guerre, parce qu'il m'a dit c'est terrible, parce qu'on tirait sur les Allemands, et le lendemain on avançait, et c'est moi qui les raccommodais. Et il dit quand plusieurs mois de suite ou semaines de suite, tu répares les blessures qui ont été causées par tes propres fusils, c'est au-delà de tout en matière d'absurdité. Et évidemment, en sortant de cette guerre, il est devenu, lui qui avait étudié pour être rabbin quand il était en Ukraine, il est devenu un croyant, antimilitariste, provocateur, tout ce qu'on peut imaginer. Et comme si ça suffisait pas, sa fille unique, donc ma maman, est décédée avant que j'ai 4 ans. Donc ce type qui parlait 10 langues, qui était extrêmement malin, qui n'avait... il était désespéré comme les Wilder et tous ces juifs américains qui disent les optimistes ont fini à Auschwitz, les pessimistes sont à Hollywood. Mon grand-père, c'était ce genre de pessimisme, c'est-à-dire il avait des petites phrases comme ça, il était très infidèle, je sais pas bien, et il disait par exemple l'antisémitisme s'arrête à l'entrée des chambres d'hôtel. Je pense qu'un arabe ou un noir pourrait dire la même chose. On découvre des territoires français beaucoup plus accueillants que l'administration quand on arrive dans ce pays. Il avait une autre phrase aussi il disait, donc il avait traversé toutes sortes de choses, il disait je ne connais pas de moyen plus efficace de lutter contre l'antisémitisme qu'un gros pourboire. Donc il laissait toujours des pourboires. Et donc c'était ce type-là. Et lui, évidemment,
c'était l'opposé absolu de mon père. Et c'est deux filles. Donc la différence, c'est que mon grand-père a passé toute la guerre à flinguer des gens. Il était profondément pacifiste. Et mon père, qui était très frustré, comme beaucoup de juifs d'Algérie, à la fois de ne pas avoir pu se battre, le pauvre, il était enfant pendant la guerre, mais ce sont des gens qui ont été à 2 semaines d'être déportés, les juifs d'Algérie. Et ça crée chez eux une culpabilité et une rage. Donc j'ai hérité des deux. Le moment où cette opposition, cette dialectique a été à son paroxysme, c'est pour dire que le mémorial de la Shoah me fait moins peur. À l'âge de 7 ans, alors que normalement c'est pas pour les petits, mon père a trouvé super de m'emmener au Yad Vashem en Israël lors d'une mission de l'appel unifié. Et je me trouve, heureusement, il y avait mon grand-père. Lui, il y était allé parce qu'il cherchait les noms de sa famille, tout simplement, et il a trouvé. Et pendant que lui cherchait humblement les noms de sa famille, mon père commence à m'expliquer la vie, et il me dit, tu comprends, mon fils, Hitler a essayé de nous exterminer, tu as une mission sur Terre, c'est de mettre au monde des enfants juifs. Ce à quoi mon grand-père arrive, et il dit, dis à ce type que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler. Donc si j'avais pas compris qu'il allait se jouer au-dessus de ma tête un combat entre les Ashkénazim et les Séphardim, là j'étais informé. Et partant de là, j'ai grandi dans une famille extrêmement joyeuse, parce que je me souviens pas que 2 membres de ma famille aient jamais été d'accord sur quoi que ce soit, et pourtant tout le monde bouffait ensemble. Donc j'ai la chance d'avoir eu parmi mes cousins des gens qui ont été à la fois à l'origine des mouvements chassidiques français, d'autres qui ont été au contraire très actifs dans des mouvements sionistes, d'autres qui ont été d'extrême gauche, d'autres qui ont été de grands psychanalystes. Et dans cette espèce de forêt du judaïsme, je me suis trouvé... j'ai demandé il y a quelques années, j'ai revu Georges Juttner, un de mes cousins qui est un grand psy, et je lui ai dit, parce que finalement je connais toute ma famille, je me souviens de tout, le seul dont je me souvienne pas très bien, c'est moi-même. Et je lui ai dit, mais quand j'étais gamin, c'était quoi? J'étais pas sage, j'étais grande gueule. Elle dit, ah non, non, toi petit, c'était ça. Ça décrit un dessinateur. C'est-à-dire, si vous me demandez à quel moment je fermais ma gueule, il semble que quand j'étais petit, je fermais ma gueule. Alors, bon, elle est belle cette anecdote avec votre grand-père, votre père à Yad Vashem. Quand vous l'avez expliqué à l'instant, je me suis dit on va laisser ces parties génitales de côté. Un bon disciple de Brassens, je suppose que vous ne les faites voir qu'à vos femmes et vos docteurs. Mais on va peut-être reparler d'Hitler, parce qu'il en est question. Oui, comment il va? Vous connaissez l'histoire? C'est dans un shtetl. Je la fais. Non, faites-la longue si vous voulez, si elle est bonne. Il y a 2 petits chassidim qui sont dans une yeshiva, dans un shtetl au début de la guerre. Et il y a les gars de la résistance juive qui viennent les voir, qui disent, bon, on vous a choisis tous les 2. Vous allez aller à Vienne, parce que Hitler doit passer à Vienne à telle date, à telle heure. Vous allez monter sur un building là où on vous dit, vous aurez un fusil à lunettes, vous allez apprendre. Et vous allez le flinguer. Il passera tel jour à 14h. Les mecs, ils font des pompes, ils apprennent le Krav Maga, ils prennent un fusil, ils chargent le fusil, ils se cachent sous un train, ils arrivent 13h30, 13h40. À 14h pile, ils sont en haut du building avec le fusil à lunettes branché. 14h04, 14h05, Hitler est toujours pas là, il y en a un qui regarde l'autre, il dit « J'espère qu'il lui est rien arrivé ». Ben, c'est presque l'histoire. Non, c'est pas presque l'histoire, mais il y en a un qui aurait pu tuer Hitler. Et votre livre commence avec lui, c'est Joseph Kessel que j'ai évoqué. Et il y a l'anecdote, il aurait pu tuer Hitler. Il était à Munich au début des années 30, enfin avant 35. Et il a assisté à une diatribe de Hitler qu'il a trouvé parfaitement ridicule. Et donc il s'est dit, bon, ce type est un pauvre type ridicule. Quelque temps après, il a écrit, donc il aurait pu le tuer à ce moment-là. Il y a quelque chose de... Enfin, si vous le racontez, c'est pas simplement pour l'anecdote, c'est parce que vous l'avez un petit peu évoqué, mais il y a cette recherche de l'ennemi, la virilité, c'est aussi la recherche de l'ennemi contre qui exercer sa violence. Voilà, donc... Ça, c'est une question d'autant plus actuelle qu'aujourd'hui, on est cerné par les clowns. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez un ennemi politique, vous allez le trouver tellement minable, que ce soit sur Twitter ou à la télé ou je sais pas où, que vous dites, bon, il est quand même pas bien dangereux. Et dans les entretiens de Kessel, que vous pouvez réécouter sur les podcasts de France Culture, il dit, j'ai eu la chance de voir tous les orateurs les plus dangereux du XXe siècle. J'ai entendu Trotsky, j'ai entendu les leaders du Sinn Féin irlandais, j'étais au début de la guerre d'Espagne. Et il dit, je les ai tous sentis venir, parce qu'ils avaient du talent. Il y en a un seul, je ne me suis pas méfié, c'est Hitler, parce qu'il était au fond d'une taverne, il vociférait,
Et soit c'était l'Allemagne, 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 ils payaient des bières, et quand les gens écoutaient un peu moins, pour les rassembler, ils disaient les Juifs, les Juifs, les Juifs. Bon, c'est une stratégie qui a depuis beaucoup fonctionné. Et Kessel dit, j'étais armé, j'étais avec des gens de la pègre, parce que où que j'aille, je me promène toujours avec des gens de la pègre, et j'avais assez d'amis à Berlin pour que si je flingue quelqu'un, je puisse disparaître sans jamais me faire attraper. Et il dit, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas flingué, c'est qu'il était tellement médiocre que je ne me suis pas méfié. Et ça, je ne veux pas faire des parallèles qui n'ont pas lieu d'être, parce que rien n'est comparable, mais on voit bien que le totalitarisme n'arrive pas forcément avec le talent ou de manière éclatante. Enfin, Staline, c'était un abruti qui tachait sa chemise. Je ne veux pas citer des gens d'aujourd'hui, je ne veux pas être polémique, mais on voit bien qu'on a des débiles légers qui arrivent au pouvoir parfois et qui sont très dangereux parce que soudain, tout va déraper. Les mots n'ont plus aucun sens. On voit bien comme si on dévissait en escaladant quelque chose. Donc cette idée que l'ennemi, on ne peut pas le trouver. Moi, j'étais très coupable et de ne pas avoir connu la guerre et d'avoir eu un père qui était un avocat activiste. C'est-à-dire que mon père a fait partie des premiers avocats à faire foutre en prison des néo-nazis dans les années 80. Ce qui nous a valu pendant 2 ans les valises et les cercueils, la protection policière, etc. etc. Et j'étais en admiration béate devant mon père qui prenait des risques, qui faisait des vrais trucs. Et quand je me suis trouvé dans ces trucs de gardiennage, évidemment, on n'avait tous qu'une envie, c'est d'aller en découdre avec les skinheads niçois, ce qui me posait 2 problèmes. Le premier, c'est que les gens de la sécurité nous interdisaient de le faire, parce qu'ils disaient « tu peux pas passer ta nuit en garde à vue et le lendemain protéger la synagogue, ça n'a pas de sens », donc ça c'était interdit. Et l'autre, c'est que comme Nice est une petite ville, les néo-nazis niçois, forcément, on les fréquentait, on se retrouvait dans les mêmes bistrots, et le problème, c'est qu'ils étaient sympas. Le problème, c'est que c'était pas Hitler. Le problème, c'est que c'était des jeunes garçons tristes parce que papa et maman avaient divorcé, parce que papa était bâtonnier et n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Et donc, pour s'inventer un truc, ils se mettaient des croix gammées. Mais enfin, j'ai jamais remarqué derrière eux d'ennemis capables d'amener le totalitarisme au pouvoir. Moi, là où j'ai vu quelqu'un capable d'amener le totalitarisme au pouvoir, c'est quelques années après, quand dans le palais Acropolis de Nice, j'ai vu Jean-Marie Le Pen faire venir Franz Schönhuber, donc ancien leader, ancien Waffen-SS tout simplement, et le faire applaudir par 3000 personnes à Nice. Et ces 3000 personnes, c'était pas des skinheads. Ces 3000 personnes ne le prenaient pas mal, c'était des gens comme vous et moi, c'était la société civile, c'était des petits commerçants, c'était, j'allais dire, de braves gens qui s'étaient laissés séduire comme on peut l'être dans la fable du joueur de flûte. Donc oui, tout ce livre consiste à dire que malheureusement, on ne trouvera pas la personne sur qui taper. Et encore, c'est de pire en pire, parce que moi, je regarde ça avec une grande nostalgie. Quand j'étais ado, c'était formidable, parce que le mec qui détestait les juifs avait la gentillesse de se mettre une croix gammée. Donc, d'une certaine façon, sur un malentendu, on pouvait lui taper dessus. Mais aujourd'hui, c'est même plus le cas. Aujourd'hui, je me suis fait bloquer d'Instagram l'an dernier, parce que la pire insulte que vous pouvez dire à un anti-juif, c'est antisémite. C'est-à-dire, vous traitez Dieudonné d'antisémite, il va pleurer, il va dire « Mais pourquoi? Comment tu peux dire ça? Je les adore. » Vous dites ça à comment elle s'appelle, celle qui a accueilli Corbyn, j'ai oublié son nom, elle va dire pareil, elle va dire « Mais comment? » machin, etc. Or, j'avais sorti ce slogan, j'avais dit « Sale juif, nous ne sommes pas antisémites ». Ça, je trouvais que c'était le slogan le mieux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est tellement dilué et c'est tellement inconscient. Et puis c'est toujours, les gens ont toujours envie que ce soit quelqu'un d'autre. Depuis que j'ai sorti ce livre où je parle de l'extrême droite à Nice dans les années 80, beaucoup de bonnes âmes m'appellent en disant « Mais c'est honteux, tu ne parles pas de l'islam ». Enfin là, en l'occurrence, c'était Nice dans les années 80, donc c'était plutôt Jean-Marie Le Pen. Et parce que les gens ont toujours envie de dire que l'anti-juif, c'est un autre. Or, aujourd'hui, je regrette. La haine, de manière générale, et chaque haine est spécifique. Je ne crois pas que c'est des maladies qu'on puisse mélanger. La haine des Noirs, la haine des homosexuels, la haine des Juifs. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est moins grave que l'autre. Je dis que ce sont des maladies mentales différentes. Et je crois qu'elles sont de plus en plus graves et de plus en plus difficiles à diagnostiquer parce que ce sont des pandémies. Alors moi, je vais sur un terrain extrêmement glissant, mais c'est pas grave, je suis un auteur de littérature. À chaque fois que quelqu'un jette une vieille dame juive par une fenêtre, 30 minutes, d'abord ça arrange les autorités, mais 30 minutes après, on vous explique toujours que c'est un déséquilibré. Alors, d'abord, au nom de la communauté des déséquilibrés, je me sens très offensé par cette remarque, mais après m'être battu contre ça pendant plusieurs années, j'ai dit c'est scandaleux de dire ça, et je me suis réveillé un matin, je me suis dit oui, mais en fait c'est vrai. Mais en fait c'est vrai. La haine des juifs est une haine psychiatrique. Elle peut être héritée, elle peut être enseignée, elle peut exister de manière traditionnelle. Mais il y a un aspect psychiatrique derrière ça. D'ailleurs, vous avez remarqué, souvent,
moi, je le vois malheureusement dans des taxis, je croise des antisémites qui connaissent les juifs beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai appelé ça des juifologues. C'est des gens qui essayent de m'expliquer que ce que font les juifs, et que c'est très... Alors il y a toujours Rothschild, Soros, qu'est-ce qu'ils m'ont sorti récemment, les Khazars, enfin bientôt ça va être San Koukaï, je sais pas. Et ils m'apprennent des trucs qu'aucun juif ne connaît en général. Hein. Et c'est très bizarre. Ça me rappelle, vous savez, il y avait l'émission Striptease avant. Il y avait une émission, donc on croise des dingos, puis on les suit pendant un mois. Et une fois, c'était sur la dame qui vouait un culte à Claude François. Donc elle passait sa journée, elle avait des mausolées de Claude François, et elle pleurait du matin au soir sur Claude François. Et au bout d'un moment, l'intervieweur lui dit, Jean-Marc Panis, c'est le réalisateur, un type formidable, il lui dit, mais enfin madame, ça vous fait plaisir d'être triste pour Claude François? Et ça a été une révélation pour cette dame. Donc, tant qu'on n'a pas compris que l'antisémitisme est une jouissance, tant qu'on n'a pas compris que ça fait plaisir, et que les gens aiment ça comme moi j'aime Donjons et Dragons, par exemple. C'est-à-dire que c'est leur kiff. Le matin, moi j'allume Facebook pour savoir ce qui se passe sur le site de Donjons et Dragons. En ce moment, ça va pas très bien. Bah, eux, ils allument pour savoir. J'en veux pour preuve, parce que là, on est sur Internet. Bon, mémorial de la Shoah, on imagine que parmi les gens qui nous écoutent, allez, il y a une bonne moitié de juifs, il y a une bonne moitié de sympathisants. J'ai appris récemment lors d'un autre lieu de rencontre juif qu'il y a bien 20-25% de gens qui viennent des sites d'extrême droite ou des sites profondément anti-juifs parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur petite passion. Donc là, on ne peut plus combattre, on ne peut plus rien faire, on peut juste observer un match de foot dans lequel... Et ce qu'il y a d'extraordinaire, alors on m'a dit que j'avais tort de dire ça, mais je pense que c'est vrai, il me semble que pour détester les juifs, on n'a pas besoin des juifs. Ça, c'est quand même très très bien organisé. Parce qu'on n'a pas besoin de les voir, on n'a pas besoin de les rencontrer, on n'a pas besoin de trouver qu'ils nous importunent. Parce que moins on les voit, plus on est certain qu'ils sont là à tirer les ficelles ou à faire des trucs. Et voilà. Enfin, je sais pas, enfin, vous savez tout ça. D'ailleurs, dans votre livre, les skinheads qui étaient avec vous en classe ou au cours ou en cours d'arts martiaux, ils en fréquentaient au moins un, c'était vous, et puis il y a quelques scènes où ouais, mais toi Sfar, t'es sympa, enfin ils détestent les juifs, mais on sait pas trop, mais alors il y en a un quand même dans ce livre qui est alors je sais pas s'il est déséquilibré, mais qui se livre à une activité vraiment proprement criminelle, qui est donc celui, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, qui profane le cimetière juif du château à Nice. Ça, c'est pas un skinhead. Ça, elle est là la différence. C'est que les petits gars qui faisaient de l'activisme et qui mettaient des croix gammées, ceux que j'ai fréquentés de près, c'était l'inverse de ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'ils étaient cultivés, ils n'étaient pas débiles, ils étaient dans un truc pour faire chier leurs parents, et puis au bout d'un moment, à force, quand on nommait tous les juifs qu'ils connaissaient, c'était jamais contre eux qu'ils en avaient. Donc ils avaient aussi un combat contre un juif imaginaire, je ne sais pas pourquoi. Non, là c'était malheureusement bien plus sérieux. C'était un monsieur qui était enseignant à Nice, enfin, il ne m'appartient pas d'en dire davantage, mais le cimetière juif du château, le cimetière où repose René Goscinny et le cimetière où sont tous les juifs russes de Nice, je crois qu'une centaine de tombes avaient été cassées à la masse. On parle de tombes en marbre. La cahute du gardien du cimetière était à 50 mètres. Donc il est impossible qu'il n'ait rien entendu. Et la police niçoise, qui est pourtant très efficace sur de nombreuses affaires, bizarrement, n'a jamais retrouvé les coupables de ce truc-là. Dès que c'est arrivé, les responsables des services de sécurité de la synagogue de Nice nous ont ordonné de ne surtout pas enquêter là-dessus, de ne surtout pas nous mêler de ça, parce que nous, on ne devait jamais rien faire d'illégal, on ne devait pas faire de choses comme ça, on était là juste pour protéger les papis et les mamies. Il se fait que sans faire exprès, mes camarades et moi, 15 jours après, avons découvert qui avait perpétré ce saccage, et c'était pas une enquête bien difficile, puisque c'était un enseignant qui s'en vantait auprès de ses élèves et qui montrait les photos à tout le monde. Et là, on a été assez nombreux à dire, écoutez, on va faire quelque chose, et tout le monde nous a dit, vous faites rien, donc on fait rien. Et moi, un an après, je me trouve à une époque où il n'y avait pas de caméra de surveillance, où il n'y avait pas de téléphone portable, je me trouve dans les rues du quartier des musiciens à Nice, donc un quartier résidentiel, à croiser ce monsieur qui probablement rentrait chez lui. Et je l'ai suivi assez longuement pour me demander si j'allais le tuer ou pas. C'était juste la question que je me posais. Et j'étais à peu près certain qu'on ne m'aurait pas attrapé, j'aurais pas été écrasé de remords. Et je l'ai suivi assez longtemps pour qu'il s'aperçoive que je le suivais. Et jusqu'au moment où on s'est fait face l'un à l'autre, et puis comme on dit dans ces cas-là, il me regarde et il me dit quoi ? Et j'ai rien dit, je suis parti. Et je crois, avec le recul, que c'était pas de la lâcheté. Je crois que c'était l'aspect, peut-être aussi voir dans ses yeux le fait qu'il y avait face à moi
quelqu'un qui méritait pas qu'on salisse son gant, c'est-à-dire qu'il y avait pas, je voyais pas non plus un ennemi face à moi. Je voyais, j'ai l'impression que les Juifs sont souvent les victimes collatérales du malaise ou de la folie ou voilà. Donc c'est le moment mais alors de l'instant où il s'est passé ça, alors que ça n'avait rien à voir, j'ai cessé de travailler à la synagogue de Nice, j'ai cessé toutes les activités martiales que je pratiquais à l'époque, et je me suis plongé, je dois dire, avec un certain bonheur dans les bandes dessinées, ce qui m'allait mieux. Et dans le livre, dans la synagogue, après cette scène, vous dites « L'envie m'a passé de rendre le monde meilleur ». Alors là, peut-être qu'il faut parler de la littérature, de la bande dessinée. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important, et je vais vous faire économiser beaucoup d'argent. Vous allez au Salon du Livre chaque année, et il y a toujours un auteur ou une autrice qui se fait interviewer, et l'intervieweur dit « Ce livre fait tellement de bien qu'il devrait être prescrit par la sécurité sociale ». Il y a ça, et il y a aussi la radio tous les matins, où quel que soit le romancier ou la romancière qui arrive, on va tout de suite l'interroger sur son pédigré politique, pour savoir s'il entre dans les clous, s'il est d'accord avec... Donc, on va dire « Oh, ce livre est bien ». Et tout de suite, on va demander « Alors vous êtes un auteur ou une autrice engagée ?» Ah bah oui. Donc un auteur ou une autrice engagée, c'est une personne qui entretient la fiction, que son travail d'écriture va changer le monde. C'est formidable. Je les admire énormément. Quand on voit le peu de livres qui se vendent en France au regard de la population et le peu de gens qui lisent effectivement les ouvrages qu'ils ont achetés, je n'ai jamais cru à l'auteur engagé, je crois que ça ne sert à rien. Donc dans ce domaine-là, oui, faire des livres, c'est certainement pas espérer que le livre va servir à quoi que ce soit. C'est se faire du bien à soi, c'est être spectateur du monde. On en revient parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps. J'ai une passion pour Louis-Ferdinand Céline. On dit, mais comment tu peux te permettre, machin, etc. Mais moi, je suis très reconnaissant à Louis-Ferdinand Céline parce qu'il m'informe sur ce qu'était la France à l'époque où il a écrit les pamphlets. Ce qu'on oublie de dire sur les pamphlets de Céline, c'est que ça s'est vendu à 80 000 exemplaires. C'est plus qu'un livre d'Annie Ernaux. Ça veut dire que, à l'époque, il n'est pas question de Louis-Ferdinand Céline. Il est question du fait que ces idées-là avaient un énorme succès. Et donc, c'est comment ça s'appelle ? C'est un thermomètre de ce qu'était la France à l'époque. Et moi, je ne demande pas à un auteur qui m'élève, je ne demande pas qu'il milite, je ne demande pas qu'il soit engagé, je demande qu'il m'informe sur ce qu'est le monde dans lequel je vis, y compris dans des choses que je n'ai pas envie de regarder. Vous avez la gentillesse au début de l'entretien de me dire que mes divers bouquins faisaient le tour du même sujet. Je me rappelle, j'essaie de pas confondre Marthe Robert et Marthe Richard, parce que Marthe Richard, c'était les maisons de tolérance, mais Marthe Robert, quand elle écrivait sur Kafka, a dit quelque chose. Moi, j'ai une passion pour la métamorphose d'un côté, la lettre au père de l'autre. J'ai toujours pensé que c'était le même texte. Et Marthe Robert dit, c'est comme les facettes d'une pierre précieuse ou comme la nacre sur la perle d'une huître, c'est-à-dire qu'on va enrober le réel de manière prismatique, de plein de visions, et on va finir par l'attraper. Donc le sujet qui m'intéresse quand je traite de la virilité, de l'activisme, de tout ce qu'on veut, c'est certainement pas d'être utile. En revanche, il s'agit de faire un portrait ressemblant. Et ça, je dois dire, c'est grâce au dessin. C'est grâce au dessin qui existe par le rapport dialectique constant de l'observation et de l'imagination. Et je crois que c'est une méthode qui s'adapte très bien à l'écriture. Et alors, ça la fout mal à prendre arrête avec Céline, mais j'ai appris à écrire cette BD grâce à Louis-Ferdinand Céline, parce que ce qu'il faisait... Alors, Céline rêvait de faire du cinéma, ça n'a pas marché, donc il s'est imaginé que c'était la faute des Juifs. Il en a hérité... Sampé disait « Je dessine très bien les musiciens parce que je ne sais pas faire de musique ». Céline en a hérité une frustration pour le cinéma et il a inventé ce roman qui casse presque le quatrième mur du roman et qui se met à parler aux oreilles, qui se met à parler de manière syncopée, de manière comme plus tard les chansons de Gainsbourg. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il écrivait ses chapitres sur des feuilles volantes et il mettait chaque chapitre avec des pinces à linge et ensuite il faisait du montage de cinéma. Donc cette frustration de cinéma, venant d'un garçon qui a du mal à monter ses films, elle s'est très bien retrouvée dans la synagogue. C'est-à-dire que j'écrivais dans tous les sens sur des cahiers, et ensuite, à chaque... c'est comme un millefeuille. D'abord, on fait les lettrages, ensuite on refait, ensuite on fait les crayonnés. J'ajoute, j'enlève des pages, je change les ordres, je lis. Quand on comprend trop, ça ne me va pas. Je vous en raconte une. Le prochain Chat du rabbin, j'ai voulu montrer que mon rabbin était aumônier des armées dans la guerre de 14, et j'ai commencé à raconter sa guerre. Et ça allait. J'avais un récit avec un juif qui raconte sa guerre, qui raconte comment il a été rabbin chez les Zouaves. Et puis je me suis dit non, quand on entend un ancien combattant qui parle, ça ressemble jamais à ce récit limpide. C'est plutôt, et surtout quand on entend plusieurs, ils sont autour d'une table, ils en parlent comme s'ils avaient fait la même guerre, en réalité ils n'ont pas du tout eu la même expérience, et nous, récipiendaires de ce témoignage, on retient 2-3 trucs traumatisants, on ne comprend pas pourquoi ils se marrent au milieu, et on sort en n'ayant rien compris de l'histoire. Et j'ai repris
mon prochain chat du rabbin. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse un récit incompréhensible. Donc, au rabbin, j'ai rajouté 2 ou 3 autres anciens combattants, dont un juif et un noir qui habitaient à Paris, qui sont retournés à l'occasion de la mobilisation et qui ont découvert à l'occasion de la guerre qu'ils étaient considérés comme relevant des bataillons d'Afrique, ce qui leur échappait puisqu'ils vivaient à Paris tous les deux. Donc je me suis inventé des petites carrières comme ça d'anciens combattants, et tout ça pour dire que c'est venu de la méthode des papiers qu'on découpe et qu'on colle, et on en revient à l'ouverture de l'entretien, l'idée d'attraper le réel comme on va faire dans un dessin d'après nature. Et j'arrête avec ça, mais pas tout de suite, parce que ça me tient beaucoup à cœur. J'ai une chance et une malédiction, c'est je fais des dessins dans Paris Match depuis 6 ou 7 ans, et je ne suis pas très bon à ça. Enfin, j'ai moins l'habitude que les BD, mais c'est parce que je rêve de faire ça. Et Sampé, quand il dessinait Paris, il faisait d'imagination. Il se promenait, il notait rien, il rentrait chez lui et il faisait un dessin, c'est exactement ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Quand je fais une chose d'imagination, on ne reconnaît pas Paris. Donc, ce que je fais, c'est que je me promène dans la rue, je prends des tas de photographies, comme je ferais, où je dessine un peu d'après nature, et après, à la maison, je mets toutes les photos et j'en choisis une qui va être le dessin que je vais illustrer, et je suis jamais content. Je suis jamais content du résultat parce que je suis en apprentissage de ce truc-là, mais on voit bien que attraper le réel en dessin, c'est un immense mystère, et attraper le réel en écrivant, il me semble que ça doit relever de la même étrangeté. Mais c'est intéressant ce que vous dites quand on connaît un peu votre travail depuis 30 ans, parce que je disais au début qu'il y a, d'un côté, enfin, quand on évoque votre travail, il y a les carnets que vous noircissez depuis des années, ceux que vous publiez ces temps-ci chez Gallimard, je crois que c'est les 15e volume, que le 16e doit arriver bientôt. Et puis il y avait ce qu'on pouvait classer sous les fictions, le chat du rabbin, mais aussi les fictions complètement, totalement déconnectées du réel, j'ai envie de dire, donjons, enfin toute l'heroic fantasy, toutes ces choses-là. Et on sent ces temps-ci que peut-être une frontière tend à s'estomper. Je ne sais pas si les prochains donjons tiendront du carnet, je crois quand même pas. Mais ce que vous dites là, c'est que finalement il y a une méthode qui se systématise et qui se radicalise à la fois, que vous marchez comme ça avec votre documentation qui se fait après coup, qui se montre, qui se... Je sais pas, j'aimerais bien être un auteur qui évolue, ce serait très chic, mais malheureusement, on est en train de préparer une exposition pour la concurrence. On va faire une exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme l'an prochain, et il y a Thomas Ragon qui est ici et Clémentine de Roudil qui fouillent mes archives, et ils ont réouvert mes carnets de quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans. Malheureusement, c'est les mêmes qu'aujourd'hui, donc c'est la même chose, sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que ça allait être publié. Alors il y a certains passages qu'il faudra enlever si on les publie, en particulier quand je parle nommément des éditeurs qui m'ont reçu et qui m'ont parfois pas très bien reçu, donc tout ça, ça va disparaître. Mais moi, j'étais très marqué dans mes cours de philo quand on nous parlait de l'ésotérique et l'exotérique. C'est-à-dire quand vous transmettez un savoir, il y a une partie qui s'adresse aux proches, dans lequel vous n'allez pas mettre en forme, dans lequel vous allez délivrer ce que vous pensez profondément, même si ça va dans tous les sens, même si c'est de l'égarement, même si c'est brut. Et ça, c'est le travail de mes carnets. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'ils se vendent très très peu. Ça fait plus de 30 ans que j'en fais. Quand on en vend 2000, on est content. Et ça veut dire que je croise jamais le lecteur de mes carnets. On m'en parle jamais. Enfin, c'est jamais le sud. Donc je suis très content. Et j'oublie ce que je mets dedans. Parfois, quand on me dit un détail qu'il y avait à l'intérieur, j'ai oublié. La Thomas les relie en ce moment. Il me parle de trucs. Bon. Et à l'inverse, quand je fais du divertissement, c'est-à-dire un album en couleur, alors là, je m'efforce que ce soit moins désagréable à lire. Enfin, je m'efforce que ça ressemble à un vrai livre. Donc pour moi, la limite, elle n'est pas dans le récit vécu ou le récit imaginaire, c'est quelle va être la forme finale. En gros, quand c'est grand format en couleur et bien colorié par Brigitte Findakli, je fais l'effort de travailler pour le lecteur ou pour la lectrice. Quand il s'agit de carnet, c'est pour moi-même. Et la différence, elle est vraiment là. Et je pense profondément qu'une fiction et un récit vécu, ça s'écrit exactement de la même façon. J'ai eu la chance de grandir avec des camarades qui font de la bande dessinée autobiographique. Et quand on voit leur vie et quand on voit leurs livres, même si eux ont le sentiment que tout est vrai, il y a un tel décalage qu'à mes yeux, ils écrivent de la fiction. Donc c'est pourquoi on a mis ce cahier un peu historique à la fin de l'ouvrage La Synagogue, parce que on écrit en faisant de son mieux, on écrit en étant certain que tout est vrai, mais enfin, à chaque page, je me dis, attends, je suis en train de pipoter, ça s'est passé comme ça, c'était pas comme ça. Donc là, à la fin, on s'est tout de même documenté pour vérifier que tout était à peu près vrai. Mais voilà.
Mais c'est sans doute pour ça que les gens ne vous parlent pas de vos carnets. Non seulement c'est parce qu'ils s'en vendent peut-être pas beaucoup, mais c'est parce que quand on les lit, on se dit mais peut-être que c'est pas fait pour moi, c'était fait pour lui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire de lui-même? Bon, enfin, je sais pas. Peut-être que c'est une. Non, il y a un Je autre serais truc. très intimidé de vous parler de vos carnets. Il y a un Moi. autre truc aussi, et je tiens à le dire parce que ma femme est là, et tous mes proches à la tête, il paraît que je raconte n'importe quoi dans mes carnets. C'est-à-dire que on vit une discussion, bon, et je la note pas tout de suite, je la note 3 semaines après. Et 3 semaines après, je note, et après, Louise vient me voir, ou des copains, ils me disent, mais en fait, tous les bons dialogues, tu les as mis dans ta bouche, alors que c'est pas du tout toi qui as dit ça. Ça, c'est pas du tout passé comme ça. Mais le problème, c'est que quand je l'écris, je suis très sincère. Après, quand je dis que je le fais pour moi, c'est que d'une certaine façon, l'exigence de vérité est plus grande dans un travail comme la synagogue que dans un carnet qui est fait au jour le jour et où ça vient comme ça. Alors dans la synagogue, il y a des dialogues aussi, mais comme vous les inventez, vous pouvez bien vous mettre les plus belles répliques dans la bouche. Je voudrais parler, puisqu'on a évoqué quand même la violence, la recherche de l'ennemi, de l'adversaire. À la fin de votre livre, il y a un personnage très intéressant qui apparaît dans les toutes dernières pages, qui est Abba Kovner. Vous allez nous en parler. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être que tout le monde le connaît ici, écrivain, poète d'origine lituanienne, et il apparaît dans votre livre à la fin pour vous interroger sur ce que vous nous avez dit là, sur finalement ce qu'il appelle une forme de passivité, ce qu'on pourrait appeler la non-violence, mais lui, c'est quelqu'un qui a voulu se venger de la Shoah. C'est quelqu'un qui a voulu empoisonner, qui a voulu exterminer 6 millions d'Allemands, pour dire les choses rapidement, puis qui n'y est pas arrivé. Oui, je suis ravi que vous m'ayez interrogé aujourd'hui et pas dans 2 mois, parce que je fais des bandes dessinées depuis 30 ans et j'ai jamais souhaité parler de la Shoah dans mes ouvrages. Ce sera le cas dans le carnet qui paraît dans 2 mois, qui s'appellera Les enfants ne se laissaient pas faire, pour une raison très simple, c'est que quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai vu revenir des noms de villes que je connaissais très bien, et aucun drame ne se ressemble, mais par contre la topologie c'est la même. Et en commençant à enquêter, mais comme vous devant votre télé, c'est-à-dire sur ce qui se passait en Ukraine, je me suis mis à me documenter sur la Shoah par balle. Je sais à peu près où a disparu la famille de mon grand-père et j'ai commencé à faire un carnet là-dessus. Enfin, vous savez tout ça mieux que moi, mais c'est insoutenable. C'est-à-dire que quand il est question des Einsatzgruppen, nous, on nous a enseigné que des Allemands arrivaient et tuaient des Juifs. En réalité, c'est pas ça. Enfin, vous le saviez mieux que moi, mais dans la forêt de Ponary, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Lituanie, c'était 17 locaux pour 2 nazis. C'est-à-dire que les Lituaniens ou les Ukrainiens tuaient des Juifs qu'ils connaissaient depuis l'enfance. Et je fais un carnet là-dessus. Et il y a un moment où je me dis, il faut que je le fasse. Voilà, une fois j'aurai fait, j'en parlerai plus. Et j'allais dire coup de bol. Je tombe sur les figures de Jabotinsky, de Abba Kovner, des grands résistants juifs. Et l'histoire d'Abba Kovner, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que en Lituanie, il n'a pas entendu qu'on s'en prenne aux juifs. Dès que Staline est arrivé, il a pris le maquis contre Staline avec ses copains. Et après, quand les nazis sont arrivés en Lituanie, ses troupes ont commencé à augmenter. Et c'est le juif qui a eu la prescience de la Shoah. C'est-à-dire au moment où personne se doutait de ce qu'était le projet nazi, lui a compris. Et il a eu cette phrase terrible, il a dit, avant de me battre contre les nazis, il va falloir que je cogne des juifs. C'est-à-dire qu'il a rassemblé les représentants de toute la jeunesse juive lituanienne, et il leur a dit ce dont il avait la prescience, c'est, ils vont tous nous tuer, mais au moins on mourra fusil à la main. Détail féministe qui me plaît beaucoup, parmi les combattants et les combattantes d'Abba Kovner, il y avait moitié de femmes, moitié d'hommes. Donc vous avez ces photos dingues de jeunes juives lituaniennes avec des toques en fourrure, des manteaux en fourrure et des mitrailleuses, et qui posent fièrement dans la forêt. Et non seulement ils ont mené ils ont mis la misère aux nazis pendant toute la guerre, avec la certitude de crever, mais ils ont fait ça par dignité, pour dire on mourra debout. Ça n'a pas suffi. Dès que la guerre s'arrête, ils réussissent à faire partir le plus de juifs possible en Israël. Et quand tout le monde est en Israël dans un projet positif, humaniste, on va renaître, machin, Abba Kovner dit non, moi je retourne, je vais me venger. Alors la vengeance juive, on a peur que ça déclenche de l'antisémitisme, donc personne n'en parle, mais enfin on peut un peu se mettre à sa place. Donc lui, il témoigne au procès d'Eichmann. Vous allez sur YouTube, vous tapez Abba Kovner, procès d'Eichmann, vous comprenez d'abord pourquoi tout le monde était amoureux de lui, et ensuite vous voyez, c'est drôle, enfin c'est drôle, le type a tout vécu.
Et on lui demande son pire souvenir de la guerre, et il le dit. Et il dit, c'est quand un représentant de la résistance juive a été abattu par d'autres juifs parce que les nazis les en avaient convaincus. Les nazis les avaient convaincus que la résistance juive les mettait en danger. Bon, il retourne en Allemagne, il décide d'empoisonner tout le monde. Et évidemment, ça ne marchera pas. Évidemment, il va tuer absolument personne. Mais par contre, il découvre que ce monde yiddish a totalement disparu. Et il commence à rassembler des milliers de chansons klezmer, des milliers de choses, et après il va passer tout le reste de sa vie à emmerder l'État d'Israël pour créer des musées de la déportation, des musées du souvenir, des musées de la diaspora. Donc il est créateur du musée de la diaspora, il a fait partie des fondateurs du musée du Yad Vashem, et il a été emporté par un cancer de la gorge parce qu'il fumait depuis l'enfance. Mais c'est un personnage assez controversé pour qu'il tape sur ma bonne conscience de gauche. C'est-à-dire que moi j'allais terminer la synagogue et tout le monde aurait été content, par moi qui vais me détendre sur les chemins de la Roya, parce que j'adore Cédric Héroux. Chaque fois que je peux me rapprocher de Cédric Héroux, je suis très heureux. Et j'avais fait une fin de récit gentil, bonne conscience de gauche, c'est-à-dire ces chemins dans la Vésubie et dans la Roya par lesquels les Juifs s'en allaient pendant la guerre, ben c'est aujourd'hui aussi les mêmes chemins qu'emportent les migrants. Et là, évidemment, je fais apparaître Abba Kovner qui me dit « Ça va, t'es content, ça te va ?» Il dit voilà, mais si tu te regardes clairement dans une glace, c'est pas comme ça que tu finis ton livre. Et un de mes romans préférés, c'est Le Tour d'écrou de Henry James. Vous savez, c'est cette histoire de fantôme où tout va bien, tout va bien, tout va bien, et dans la dernière demi-page, l'enfant meurt. Je crois que c'est la meilleure moyen de finir un livre. Donc là, oui, là, il y a peut-être je sais pas ce qui m'a pris, il y a peut-être un sursaut d'honnêteté, parce que vous savez, quand j'étais petit, les chanteurs juifs, ils changeaient leur nom. Vous allez me dire que Ben Guigui s'appelle Bruel, mais c'est pas seulement ça. Je suis très proche d'Enrico Macias et il me disait, quand il faisait la musique du Chef du Rabbin, il me disait, tu vois, tout le monde savait qui j'étais, mais tout de même, ça faisait mieux de dire que je faisais de la musique arabo-andalouse. Il ne veut rien dire. C'est un juif d'Algérie qui faisait de la musique, c'est tout. Et il faisait du shahabi, du malouf, mais enfin c'est un juif. Bon. Et pareil, quand quelqu'un écrit en tant que juif comme moi dans la synagogue, j'ai toujours derrière ma grand-mère qui était emmerdée quand Laurent Fabius apparaissait et disait ça va nous faire des problèmes. Dès qu'elle voyait un juif à la télé, elle disait ça va nous attirer des problèmes. Donc à chaque fois que j'écris en tant que juif et à chaque fois que j'écris en général, je me dis toujours et j'espère que ça va pas nous attirer d'emmerde. Et on voit bien que le plafond de verre, le tabou absolu là-dessus, c'est la vengeance juive. C'est Abba Kovner. Et j'ai fait exprès de finir là-dessus avec Abba Kovner parce que je voulais que quelqu'un me challenge, comme on dit aujourd'hui. Et alors bon, ma spécialité, c'est de ne pas arriver à monter mes films. Donc, entre autres projets avortés, j'ai travaillé depuis quelques mois sur un projet de scénario sur Abba Kovner et on a décidé de ne pas le faire parce qu'on s'est dit, bah non, on va susciter de l'antisémitisme. Mais non, mais ça vient même de moi. Depuis le Moyen-Âge, vous avez un fantasme ecclésiastique et ensuite un fantasme tsariste qui consiste à raconter que les Juifs empoisonnent les puits. Depuis le Moyen-Âge, aucun Juif n'a jamais empoisonné aucun puits. Sauf que Abba Kovner a voulu le faire. Et avec des arguments comme ça, moi-même, j'ai été convaincu, je me dis non, c'est pas une bonne idée de faire un film sur Abba Kovner. Alors, vous avez évoqué avec Abba Kovner la mémoire, puisque finalement ça a été un des inspirateurs du Yad Vashem et puis d'autres musées du souvenir. La mémoire, c'est aussi une question qui est au cœur de ce livre. Mais quelquefois, comme je disais au début avec vos livres, quand on les lit puis qu'on en lit d'autres, on note des phrases puis on dit zut, c'est là-dedans que je l'ai vu, ou c'est dans un carnet, ou c'est dans une postface de klezmer. Bon. Mais j'ai une phrase que j'ai notée de vous, et je crois qu'elle est quand même dans la synagogue, et je voudrais la citer telle quelle. La mémoire, ça ne sert pas à jouer les victimes, ou à exiger des égards ou des réparations. Savoir, c'est une fin en soi. Ceux qui veulent que ça serve à quelque chose n'ont pas de conscience et méprisent leur mort. Ah oui, oui, parce qu'il ne faut pas utiliser les choses. En revanche, c'est la même chose que quand je dis que la littérature engagée, ça me fait doucement marrer. En revanche, oui, moi je suis toujours très méfiant quand un ouvrage littéraire ou un ouvrage dramaturgique a trait à la Shoah. Parce que d'une certaine façon, on sait bien que les témoins disparaissent, on sait très bien qu'il faut faire vivre ce souvenir, et quoi mieux qu'une fiction pour le faire. Mais je me rappelle mon dégoût quand j'étais enfant et que la série télé Holocauste est passée à la télé, ou ensuite le roman de l'enfant au pyjama rayé, ou des saloperies comme ça, ou la vie est belle de l'autre italien. C'est des choses qui me donnent la gerbe, et on voit bien... Bon, le seul travail valide et valable selon moi sur la Shoah, c'est un travail, même s'il est fait par un auteur de littérature,
qui ouvre vers la recherche historique et journalistique. C'est-à-dire qu'un des sentiments les plus dégueulasses, c'est l'écolier ou le lycéen qui dit « Ah, la Shoah, on l'a fait ». Sous-entendu, ça a été étudié, on a vaguement lu Anne Frank, c'est bon, on connaît le sujet. Or, en réalité, sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, le travail historique ou le travail journalistique, il faut que ça s'arrête jamais. Je pense à l'ouvrage extraordinaire Le Ravin de Wendy Lower que j'ai lu il y a quelques mois. Dès qu'on a lu ce livre, on a envie de lire 10 autres livres sur le sujet parce que, à la fois, on n'en croit pas nos yeux, en même temps, on sait que c'est une science vivante, l'histoire, et ça se. Donc voilà, moi, je me méfie du pouvoir qu'on donne aux auteurs de fiction, et je crois que c'est marrant, il y a le festival d'Angoulême dans à peu près 8 jours. Je ne sais pas pourquoi je me sens toujours mal à l'aise avec le festival d'Angoulême depuis 30 ans. J'ai mis 30 ans à réussir à le dire, j'ai enfin compris. Et avec les meilleures intentions du monde, ça fait 30 ans que le festival d'Angoulême se bat pour donner une légitimité aux bandes dessinées. Et ils ont réussi. Maintenant, on a la même malédiction que la littérature générale. On est dans Télérama, on est dans France Inter, on est tout ça. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça en s'appuyant exclusivement sur des bandes dessinées. Donc on a aujourd'hui un appareil critique de bande dessinée, un appareil éditorial et malheureusement aussi des auteurs, dont toute la vie n'est centrée que sur les bandes dessinées, et ça se parle entre eux comme des personnes dans un sanatorium qui ouvrent jamais la fenêtre. Or, pour moi, un travail littéraire, un travail de bande dessinée, il doit donner la main aux historiens, il doit donner la main aux journalistes, il doit donner la main à la société civile, et il doit exister dans un rapport syncrétique. Moi, la phrase de Edgar P. Jacobs, un opéra de papier pour parler des bandes dessinées, je la trouve extraordinaire. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, je vivais toutes ces querelles stériles entre d'un côté la bande dessinée, de l'autre côté l'art contemporain, de l'autre côté l'expression corporelle. Aujourd'hui, on a des élèves assez mûrs pour mélanger tout ça. J'ai des élèves qui parviennent à lire Dragon Ball le matin et s'intéresser à Annette Messager l'après-midi, et ça se passe très bien. On a beau dire on n'arrête pas de répéter que la nouvelle génération est moins cultivée que celle d'avant, mais peut-être que grâce à cette brutalité, ils arrivent de plein pied dans toutes sortes d'expressions et ils créent des choses qui, à mes yeux, sont fascinantes. Donc voilà, je crois je crois pas beaucoup à la fraternité entre les hommes, mais dans les modes d'expression, oui. Je crois que la bande dessinée doit donner la main aux autres gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les journalistes s'imaginent qu'ils sont scénaristes de bande dessinée, ça donne des albums catastrophiques. Mais ça veut dire que d'un genre à l'autre, il faut essayer de créer, comme on dit à l'hôpital, pas une maladie nosocomiale, une porosité. Alors il y a une porosité, sur laquelle j'aimerais vous interroger, puisqu'on est ici. Vous avez parlé des historiens, vous avez parlé de beaucoup de choses. C'est les rabbins, les théologiens, puisque il y a quelques années, j'avais entendu une interview de vous ou lu dans lequel vous disiez je parle beaucoup de la Torah, mais la Torah, je ne l'ouvre jamais, je ne l'ai jamais lue. Et puis là, il me semble que ça a changé. Il me semble que, ou bien que ça a changé, ou bien que vous dites ce que vous ne disiez pas avant, mais que c'est un texte qui vous intéresse. Comme vous parlez de porosité, est-ce que, alors là, avec la bande dessinée, ou avec d'autres formes d'expression artistique, aujourd'hui, quel est tout simplement votre rapport à la Bible, à l'écriture ? Non, moi j'ai un rapport. Je crois qu'on trouvera malheureusement pas plus juif et pas plus religieux que moi. C'est-à-dire que je suis fasciné et façonné par la parole juive. Je l'ai étudiée bien plus que je n'aurais voulu étant enfant. Donc quand il t'attrape petit, tu peux plus rien faire, t'es dedans. Non, la vraie question, c'est est-ce que le judaïsme est une religion ? Puisque l'acte fondateur du judaïsme équivaut aussi comme acte fondateur des grands monothéismes, puisqu'il y a un rapport au père là-dedans, c'est Abraham qui casse les idoles de son papa. Donc si le judaïsme, ça consiste à dire, dès que quelqu'un t'explique quelque chose, dire « je suis pas sûr », ça me va très bien. Et non, en revanche, c'est vrai que j'ai du mal avec la tartufferie, et on a une difficulté. Moi, c'est pour ça que je suis souvent très mal compris. Je m'entends très bien avec les juifs ultra religieux, et je m'entends très bien avec les juifs, athées ou provocateurs, machin. Ceux avec lesquels j'ai le plus de mal, c'est ceux qui me ressemblent le plus, c'est ceux qui, comme moi, sont issus du courant consistorial. Qu'est-ce que c'est que le courant consistorial ? Vous connaissez tout ça parce que c'est le judaïsme français. On a tenté, à la suite de Napoléon, de donner du judaïsme une image unifiée, simple, compatible avec la société civile, compatible avec le dogme,
et qui fasse plaisir à tout le monde. Vous savez, cette horrible phrase que disent les gens d'extrême droite quand ils veulent s'en prendre aux musulmans, ils disent, vous savez, on a dit il faut tout refuser aux juifs en tant que nation, tout lui donner en tant qu'individu. La preuve, ça a très bien marché sous Napoléon avec les juifs. Sauf que sous Napoléon avec les juifs, il y avait quelques juifs en Alsace, il n'y en avait pas dans tout le reste du pays parce qu'on les avait foutus dehors à cette époque-là, et bien facile pour le pouvoir napoléonien de dire aux quelques juifs de France, vous allez faire exactement ce qu'on vous dit. Et là-dessus, c'est créé en France un consistoire qui est lié à l'État, mais qui est une institution formidable, qui nous a sauvés de mille choses, c'est pas la question. Mais ça s'appelle du fonctionnariat, et c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir avec la quête spirituelle, la quête religieuse. Enfin bon, donc non, moi je suis nourri de Talmud, de Torah, de tout ce qu'on veut. En revanche, je ne sais pas si je suis croyant. C'est juste que c'est pour moi, si vous me dites que le judaïsme est un courant littéraire ou un courant philosophique, ça me plaît énormément, ça m'intéresse beaucoup. Et ce qui est extraordinaire quand on réouvre la Torah, c'est que c'est un texte qui n'a même pas besoin de nous pour se contredire à toutes les lignes. Et c'est ça qui me plaît. Dans le 11e Chat du rabbin, j'ai voulu parler du prophète Élie par mégalomanie, parce que mon prénom hébreu c'est Élie. Mais lisez-le, lisez les passages de la Bible relatifs au prophète Élie, parce que chaque pasouk dit l'inverse de celui d'avant. On commence par vous expliquer qu'il va voir je ne sais quel empereur, il n'est pas content parce que l'empereur est idolâtre, alors il fait des salamalek, et il y a du feu qui tombe de ciel et qui consume les bœufs, les machins et tout ça. Sauf que quelques passages après, on voit le prophète Élie qui cherche Dieu partout et qui ne le trouve pas, et qui finit tout seul dans une grotte, et quand même la Torah marque, Dieu est dans ce silence. Si ça, c'est pas Lévinas et Spinoza des dizaines de siècles avant, je ne sais pas ce que c'est. Donc on a, ce qui est passionnant, c'est que le monothéisme fondateur... Quand même, alors il y a mes copains, ils sont fans de rabbins, je parle de mes copains catholiques, ils m'envoient des prêches de rabbins séfarades, parce que ça les fait marrer. Je ne vais pas dire le nom, ça se fait pas. Il y en a l'autre fois, il m'a envoyé une prêche sur l'adultère. Il va dire, tu as envie de tromper ta femme? Tu n'es pas obligé de dire qu'elle est moche, tu as envie de tromper, tu la trompes, tu vas pas nous dire elle a des défauts, elle n'en a pas des défauts, là, truc comme ça. Il m'envoie ça. Et pourquoi je parle de lui? Parce qu'à un moment, le rabbin en question, qui à mes yeux n'est pas le plus brillant des rabbins, parce que vous savez, René Goscinny dînait avec une dame non juive un soir, et elle lui dit « Oh, vous les juifs, vous êtes tellement intelligents », et René Goscinny aurait répondu « Non, il y a plein d'imbéciles chez vous, madame, vous avez votre place ». Et le rabbin en question, il a fait une vidéo YouTube de 1h30 sur le sacrifice d'Isaac. Et pendant 1h30, il explique à quel point Abraham il est vraiment sympa, parce qu'il était vraiment prêt à tuer son gamin. En plus, il avait attendu 100 ans avant de l'avoir, et c'était vraiment cool de sa part. Et vraiment, heureusement, parce que ça prouve qu'il était obéissant, ça prouve que ceci... Ça... Moi, je ne suis pas un super bon rabbin, hein, mais le rabbin Johann Sfar, et je crois qu'il n'est pas le seul, je crois que Marc-Alain Waknin dit pareil, et je crois qu'on doit être une certaine cohorte de lecteurs de la Bible à dire ça. Quand je vois le sacrifice d'Isaac, je vois simplement que la Torah nous dit, dès l'Antiquité, chez nous, les sacrifices, c'est non. Chez nous, les sacrifices humains, c'est non. Et ça, si on le comprend au sens large, c'est pas seulement le couteau. C'est t'as pas le droit de pourrir la vie de ton enfant, ce que beaucoup de parents juifs n'ont pas entendu, manifestement. Mais donc, si vous m'expliquez, moi je vous ai dit que ma religion, c'est le droit d'auteur, le best-seller des best-sellers, un petit peu devant le Petit Prince, ça reste la Torah. Donc, c'est pareil, quand vous dites tous les ans, ouais, Guillaume Musso, c'est un scandale. À partir d'un certain chiffre de vente, moi je discute pas, je mets le nez dedans. C'est tout. Après, le problème, c'est quand on n'en a qu'un. Moi, ça ne me dérange pas que les gens lisent la Torah. Si c'est le seul livre à la maison, vous voyez, je ne parle jamais d'islam. Je n'ai pas de problème, je parle que des juifs. Un jour, j'ai demandé à un rabbin, j'ai dit, mais ça ne vous choque pas ce que je fais? Il m'a dit, mon chéri, tu arrives 30 ans après Philippe Roth. Donc voilà, j'ai compris que la population juive, je pouvais taper dessus et je n'étais pas son pire ennemi. Mais non, parce que pourquoi je réponds ça? Parce que j'étais à l'Écuge il y a quelques mois et il y a une dame, alors tout se passe bien jusqu'au moment des questions, et il y a une dame qui lève la main et dit, Monsieur Sfar, comment ça se fait? Il n'y a jamais des juifs à la télé, et à chaque fois qu'il y en a un, c'est toujours vous et vous ne l'êtes pas. Alors, voilà, au cas où il y aurait eu un doute. Bon, ça va vite, hein. On parle dans une même phrase, Goscinny, Guillaume Musso et le prophète Élie. Je trouve ça assez extraordinaire. Et je ne vais pas raconter la lettre que j'ai écrite pour l'école des enfants. Bon, alors. Non, je ne la dis pas. Non, ça ne se fait pas. Je dis juste que heureusement qu'il y a ma femme, parce que sinon les enfants ils n'auraient jamais été acceptés dans cette école. Voilà. Alors, j'ai dû écrire une... non, parce que j'ai dû écrire une lettre pour que le petit aille dans une école, et je m'en étais pas rendu compte, c'est ma femme qui vient, mais t'es pas fou, tu vas quand même pas écrire ça. Je vous prie d'accepter dans votre établissement le petit Ilyusha Sfar Lacoste. Je tiens à vous... Alors,
on ne le dit pas nous, parce que tous les parents doivent vous dire ça, mais son pédiatre affirme qu'il est très en avance. Je tiens à vous dire qu'il chante très bien et très juste, et que son père a failli mourir du Covid. Ma femme m'a dit qu'il fallait réécrire, elle a raison. Alors, comme le public commence à peut-être à s'impatienter et commence à vous interpeller directement, on a prévu un petit temps d'échange avec vous dans la salle. Peut-être qu'il y a un micro qui va circuler. Mais avant, il y a quand même quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Et puis, je reviens sur cette phrase que vous avez dit au début et à la fin. Ma religion, c'est le droit d'auteur. Je sais pas, elle me chiffonne cette phrase, moi. Vous avez dit ailleurs et vous avez dit souvent. Ma religion, c'est le dessin, et comme on a quand même peu parlé de dessin ce soir, et qu'il faut en parler, puisque vous êtes un dessinateur, vous êtes un auteur, la bande dessinée, c'est de la littérature, et c'est du dessin. Et je voudrais que vous nous disiez un peu pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire profondément, puisque je crois que c'est une phrase assez sérieuse quand vous la dites. Qu'est-ce que ça veut dire, ma religion, c'est le dessin, une fois qu'on va un peu plus loin que la formule? Bien sûr, ça nous... Alors pourquoi je dis que ma religion, c'est le droit d'auteur? Parce que je crois à l'industrie. Et je crois beaucoup à l'idée que la littérature soit une industrie. C'est pourquoi je m'intéresse et à l'aspect syndical et à l'aspect structurel des maisons d'édition et à la fabrication, parce que je crois que sans ça, il n'y a pas la création. Ensuite, le dessin, c'est la meilleure des médecines contre la maladie la plus grave et de la culture française et de la culture juive. Donc comme je relève des deux, c'est le meilleur soin contre l'éditorialisation. C'est-à-dire que le français et le juif, ils ont tendance à donner leur avis avant de regarder. Et le problème de toutes les écoles littéraires ou religieuses, c'est qu'on va modifier votre vision pour que vous voyez le réel selon la philosophie en question. Ce que Clément Rosset, mon maître, résumait en disant « dès que tu approfondis, tu quittes le réel ». Et l'énorme puissance du dessin, et c'est pourquoi le dessin, à mes yeux, devrait être le prolégomène de tout travail littéraire ou philosophique, c'est que le dessin, tu regardes et tu fermes ta gueule. Et tant que tu vas mettre des mots avant de dessiner, ton dessin va être loupé. Si tu dis un œil et que tu penses qu'un œil a une forme de calisson d'Aix, tu vas faire des dessins pourris. Il faut regarder... Vous savez, comme Joseph Beuys mettait un amas de chair sur une chaise et c'était l'humain. Pourquoi c'est difficile de dessiner les gens qu'on aime? Parce qu'on a des émotions. C'est beaucoup plus facile de dessiner quelqu'un qui vous est rien, que vous voyez dans le bus, dans le métro, parce que là, vous voyez bien que c'est des os, des muscles, de la chair, vous voyez bien que cette personne va mourir bientôt, et puis que le temps qu'elle arrive à son arrêt ou qu'elle soit au cimetière, vous ferez un petit dessin. Si c'est quelqu'un que vous aimez, c'est impossible. Donc cet aspect, c'est de l'art marxiste, le dessin, cet aspect concret, et c'est pas un truc d'artiste, le dessin. C'est un outil qui peut permettre ensuite de devenir un artiste, mais le dessin, c'est une science humaine. C'est une lecture du réel qu'on va proposer aux autres. Pourquoi je parle de droit d'auteur aussi? Parce que je ne crois pas à la personne qui fait du signifiant seul dans son garage. Seul dans son garage, on fait le serial killer, on tue des gens, on accroche les organes, etc. Mais si on fait du signifiant, si on fait quelque chose qui doit être lu, il faut que ce soit lu. C'est du langage, c'est de la communication. Donc ensuite, avec cet outil, on peut devenir un artiste. Mais je crois que cette capacité à fabriquer des images... Moebius disait une phrase très belle là-dessus, il disait « L'appareil photo et nous, on essaye d'attraper le réel, mais l'appareil photo, ce qu'on l'a, il y parvient. » Sous-entendu, ça n'a aucun intérêt. Parce que la limite de l'idéalisme, c'est que nous avons tous à peu près les mêmes idées. En revanche, la maladresse avec laquelle on va les mettre en forme, alors là... on va avoir la maladresse de Soutine qui fait que c'est si cher d'acheter un Soutine. Voilà. Mais alors, en deux mots, pour finir, une petite question. Qu'est-ce que c'est un artiste alors? Parce qu'avec le dessin, on peut devenir un artiste. Comment est-ce que... Tout le monde dessine, tout le monde commence par dessiner. On dit souvent ça, tous les enfants dessinent. Non, mais la question c'est... Pourquoi chacun ou chacune d'entre nous va vers une discipline artistique? Il y a des gens, et je les en remercie, qui sont dans une quête esthétique. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Moi, je suis dans une... George Steiner parle de réelle présence quand il dit dans les romans ou dans les sculptures. Vous êtes face à une sculpture de Giacometti, ça va être la même, à des tailles différentes, et sur certaines d'entre elles, à une distance particulière, il se passe quelque chose. C'est Marie-France Bonne qui était là, disait il y a 2 jours, tu vas au musée, tu vois 10 toiles, il y en a une, c'est la toile dont tu vas te souvenir. Donc, moi, mon rapport à l'art, il a toujours été totémique. J'ai perdu ma mère quand j'étais gamin, j'ai pas eu un manque, j'ai eu un vide, et depuis, je fais des bonshommes pour contrôler l'apparition des personnages. Alors, ça commence par une tête de bonhomme dans la purée, mais ça, c'est du totémisme. C'est faire des visages et donner foi
à ce qu'on vient de dessiner. Donc l'aspect, je ne sais pas si c'est religieux, mais en tout cas, c'est totémique. Et alors les grands dessinateurs, je ne sais pas si cette notion freudienne de mana a encore cours aujourd'hui dans l'étude des magies et des choses comme ça, mais il y a des objets qui sont épuisables. Et il y a des objets qui ne le sont pas. Par exemple, je ne vais pas citer de mauvais dessinateurs, mais il y a des mauvais dessinateurs, on voit leur dessin, on dit oh c'est chouette, et on le voit le lendemain, on s'en fout. Il y a certains immenses dessinateurs, je pense à Cabu, je pense à Sampé, je pense à Hugo Pratt, je pense à Frank Miller, je pense à des milliards de dessinateurs que j'admire, Moebius. On va pouvoir regarder 1000 fois le même dessin et on va y trouver à chaque fois quelque chose d'autre. Charles Schulz, qui était pasteur et qui était également un excellent dessinateur, le dessinateur de Snoopy, il crayonnait le corps de ses personnages, mais le visage, il laissait toujours en blanc, sans crayonner, et il l'ancrait directement. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, il y avait la réelle présence de Steiner. Donc pour moi, vraiment, le truc du dessin, on le voit d'ailleurs, souvent quand les gens ont eu un drame dans la vie, ils ont perdu quelqu'un, ou alors ils vont au cabinet, ils sont en situation de constipation, ils prennent une bande dessinée et ça va. Et la bande dessinée vous crée un truc qui relève pas de la recherche esthétique, qui relève de la peluche contre laquelle on se blottit quand on est gamin. Donc je crois que c'est une manière de faire survivre. On le voit d'ailleurs, les psychanalystes qui avaient beaucoup plus d'argent à gagner avec les enfants du divorce ont très peu travaillé sur les orphelins. C'est un vide béant dans l'histoire de la psychanalyse, c'est les orphelins, parce que je crois que la psychanalyse a trouvé là les limites de son utilité, mais ils s'y mettent maintenant, heureusement. Donc ils font un colloque cette année, j'ai pas voulu y aller parce que je sais pas faire ça, mais enfin c'est super ce qu'ils font. Et le docteur qui s'occupe de ça m'a expliqué ce qu'il fait faire aux petits orphelins qu'ils rencontrent. Et ben, ils pratiquent la pensée magique. Ils leur font faire des sculptures en pâte à modeler de ce que sont leurs parents dans leur tombe. Donc, ou alors ils font les masques de l'expression qu'ils n'osent pas dire. Donc ils ont recours à des choses des choses de Nouvelle-Guinée, quoi, des choses on va se créer des fétiches. Et donc voilà, moi le dessin c'est ça. Et le grand fétiche, c'est le fétiche inépuisable. Mais il y a la même chose avec les romans. J'ai eu le malheur de dire une fois de trop face à un ami à moi que j'aimais Louis Ferdinand Céline. Il m'a dit tu m'emmerdes parce qu'on réouvre Le Voyage au bout de la nuit 10 fois dans sa vie, c'est toujours le même livre, tandis que quand on réouvre Proust, c'est jamais la même chose. Je crois que ce qu'il voulait dire, c'est ça, c'est cette notion du mana et de l'œuvre presque fétiche qu'on va jamais épuiser. Merci beaucoup, Johan Sfar. Je ne sais pas si le micro a déjà circulé dans la salle et si certains d'entre vous ont des questions. N'hésitez pas à lever la main, il y a un micro là-bas, donc au fond. J'avais une petite question, puisqu'on a entendu des restrictions sur la question de la mémoire et de la fiction par rapport à la Shoah. Et vu que Romain Gary est quand même un auteur qui vous est proche, je crois, je voulais savoir s'il y avait peut-être en prévision un travail autour d'un de ses romans les moins connus qui s'appelle La danse de Gengis Khan, et qui, pour moi, est peut-être une des œuvres de fiction les plus importantes pour la mémoire de la Shoah. C'est un livre immense. J'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de fiction sur la Shoah. J'ai dit que moi, comme auteur, je ne sais pas les faire. Et comme lecteur, je tiens pas à les lire. La danse de Gengis Khan, c'est un bouquin extraordinaire. Donc c'est l'histoire d'un policier allemand qui est torturé par le fantôme d'un comédien juif qu'il a abattu au bout d'une fosse pendant la guerre. Et donc, ils sont liés l'un à l'autre. Et c'est un très beau livre. Non, moi, mon histoire avec Romain Gary, que je lis depuis Nice, quand on m'a proposé chez Gallimard d'illustrer un de ses ouvrages, je voulais faire La tête coupable, qui est un livre porno-dépressif. C'est l'histoire du scientifique français qui a inventé la bombe à hydrogène. Il se sent très coupable, donc il va à Tahiti et il tombe amoureux d'une Tahitienne dépressive qui s'envoie d'autres mecs beaucoup plus beaux que lui. Et il devient copain avec un type qui a décidé de faire payer à Tahiti ou aux Marquises, je ne me souviens plus, l'impôt Gauguin, parce qu'il considère qu'ils ont très mal traité Gauguin de son vivant. Donc lui fait des faux Gauguin et essaye de les vendre cher, et le monsieur s'appelle Verdouillet. Et je voulais absolument illustrer ça, ce à quoi Gallimard, comme quoi le monde du droit d'auteur, ça existe, ils m'ont sorti les ventes de La tête coupable et les ventes des autres ouvrages de Romain Gary. Donc, vous qui avez la chance, et moi aussi d'en avoir lu beaucoup, malheureusement, les deux seuls ouvrages de Gary que lit le public, c'est La promesse de l'aube et c'est Les racines du ciel. Donc, on m'a donné le choix entre les deux. Et comme j'ai passé plus de temps à Nice qu'en Afrique, j'ai choisi La promesse de l'aube. Bonjour Joanne. Bonjour. En tant que jeune qui a grandi avec tes œuvres,
j'ai toujours trouvé qu'il y a un positionnement vraiment particulier dans le judaïsme français, à ce que tu as fait, et en particulier sur le fait que c'est jamais négatif ni positif, mais ça amène quelque chose qui est unique. Par exemple, le chat du rabbin, je trouve que ça. J'en parle avec moi, mes copains non juifs, et il y a quelque chose où ils découvrent le judaïsme via le chat du rabbin. Et c'est super positif. Et même par exemple la synagogue, moi j'étais à la Fnac des Ternes et je suis arrivé et j'ai vu la synagogue en tête de gondole et je me suis dit mais c'est très rare ou c'est quasiment impossible en France d'avoir un truc comme ça qui est ni connoté souffrance ni connoté caricature juive. Et donc je trouve que c'est ce qui est vraiment unique dans ce que tu as fait. Et je me suis dit en lisant la synagogue. Et c'est peut-être le fait que tu as un truc très honnête dans ta plume vis-à-vis de ton judaïsme. Tu le caches pas, tu n'essaies pas d'en faire quelque chose d'autre. Et je me suis dit, est-ce que quand tu as commencé, peut-être il y a des dizaines d'années, avec des trucs plus grand public, tu aurais eu la même liberté, le même ton de parole, où tu sentais que d'abord il fallait que tu fasses tes preuves plus avec un truc généraliste, et ensuite de pouvoir parler librement de ta religion, enfin de ton judaïsme, de comment tu le vis, etc. Et de ton rapport à l'antisémitisme aussi. Merci beaucoup, c'est très touchant. Non, libre, moi je me suis toujours senti très libre. La seule chose, c'est que quand je suis arrivé avec l'histoire du chat du rabbin, aussi bien mes éditeurs de chez Dargaud que moi, on était certain qu'on allait en vendre 3. On était sûr que ça n'intéresserait personne. Et comme mes éditeurs adoraient le projet, ils disent écoute, on va le sortir puis pour le plaisir. C'est un livre, c'est un coup de cœur. Et pendant 1 an, on en a réimprimé 5000 toutes les semaines, si je me souviens bien. Donc on a découvert, à notre grande surprise, que le public n'était pas hostile à cette sincérité-là. C'est-à-dire qu'avant, tu sais, tu avais une grande phrase chez les scénaristes hollywoodiens, parce qu'ils étaient tous juifs, quand quelqu'un amène un scénario, et is there a way for the character not to be Jewish? C'est toujours... Parce que, et c'est très simple, il y a une envie d'universel. Moi, on m'a élevé en me disant, à chaque fois que quelqu'un se sent différent des autres, tu peux être sûr que c'est un con. Donc si ton histoire ne s'adresse pas à tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Et comme j'ai vu que je pouvais raconter ce que je voulais, et puis je suis parfois beaucoup plus sincère dans mes livres que dans la vie, je raconte ce qui me vient, et surtout j'ai vraiment rien à vendre. C'est-à-dire moi j'ai été écrasé quand j'étais gamin par plein de juifs très différents qui avaient tous une idée très très précise de comment je devais vivre mon judaïsme. Je devais épouser une fille juive, je devais partir vivre en Israël, je devais pas manger ceci, pas manger cela. Le seul problème c'est qu'à force de faire ça, on se retrouve avec une immense majorité de juifs comme moi qui sont complètement paumés. Donc moi, je ne fais pas des livres pour expliquer la vie aux gens. Je pense heureusement que mes lectrices et mes lecteurs sont aussi malins que moi. Je les fais pour expliquer mon désarroi. Et alors, il y a des sujets plus difficiles que d'autres. Tout ce que j'ai fait avec le chat du rabbin est très bien passé. Il y a un album dont je savais qu'il serait un petit peu plus rugueux. C'est sur celui où j'ai parlé des juifs qui décident d'épouser des personnes qui ne sont pas juives. Et ça, la limite d'ouverture d'esprit de nos prêtres, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, c'est qu'ils adorent tous tout le monde, sauf quand il y a un mariage intracommunautaire. Et là, la passion... voilà. Et moi, j'aime bien parler des questions comme ça, librement, comme ça me vient. Et il y a une seule question dont je parle jamais, parce que ça, le monde n'est pas prêt. Les médecins, oui, hein, mais le monde, non. C'est la circoncision. Si tu me demandes, dans ma vie, s'il y a un truc qui me fait peur, c'est la circoncision. J'ai eu la chance d'être le premier éditeur de Riyad Satouf, quand il a commencé à prendre son style. Il a publié chez Bréal Jeunesse, dont j'étais l'éditeur, un ouvrage qui s'appelait Ma circoncision, tout simplement, où il racontait sa circoncision quand il était gamin. On lui a promis un Goldorak, on lui a coupé le prépuce. Enfin, voilà. Dès que ça a été publié, on a eu droit à des plaintes d'associations catholiques qui nous reprochaient d'être anti-arabes et anti-juifs. Là, ça vous fait marrer, mais c'est allé jusqu'au commissariat quand même. Et on s'aperçoit qu'il y a... Ça, c'est un sujet... Le zizi, c'est tabou. Mais à part ce sujet-là... Oui, je vous raconte une petite anecdote. Vous en parlez dans la synagogue quand même de la circoncision. Oui, je vous raconte une petite anecdote sur la parano juive, parce qu'elle est intéressante. Quand j'étais à Nice et que j'étais dans ces trucs de sécurité, et comme on était maso, on lisait toute la presse d'extrême droite, y compris les trucs néo-nazis, les machins, etc. Et évidemment, ils faisaient des critiques de BD. Et il y a une seule question dont je parle jamais, c'est la circoncision. Si tu me demandes, dans ma vie, s'il y a un truc qui me fait peur, c'est la circoncision. Et moi, j'ai été écrasé quand j'étais gamin par plein de juifs qui avaient tous une idée très précise de comment je devais vivre mon judaïsme. Je devais partir vivre en Israël, je devais pas manger ceci, pas manger cela. Le seul problème, c'est qu'à force de faire ça, on se retrouve avec une immense majorité de juifs qui sont complètement paumés. Et il y a un
Et ils avaient dit du bien dans un journal comme ça qui s'appelait le Choc du mois, je me rappelle, le journal de François Brignot. Ça ne fait pas rêver, François Brignot. Ils avaient écrit qu'une des premières BD d'Émile Bravo était super bien. Forcément, ils se foutaient de la gueule des Russes communistes, donc ça leur avait plu. Et moi, j'avais retenu ça. Et j'arrive à Paris, et je me trouve dans l'atelier de BD d'Émile Bravo, qui est le mec le plus extraordinaire du monde, qui est un mec 1000 fois plus concerné que moi par la Shoah. Enfin, vous le voyez, il y a une expo de lui ici. Mais pendant 6 mois, je ne lui ai pas adressé la parole, parce que 2 ans avant, j'avais vu qu'un journal d'extrême droite avait dit du bien d'un de ses livres, et je ne voulais pas lui parler. Et un jour, comme il est quand même pas débile, il vient voir et me dit « On a un problème. On a un problème. » Alors j'écoute, et j'ai honte, mais je finis par lui dire. Parce que pour moi, avant d'arriver à Paris, je pensais que par rapport aux Juifs, il pouvait se passer 2 choses. Soit les gens qui les adoraient pour des raisons suspectes, soit les gens qui les détestaient. Et Émile m'a dit une phrase qui m'a décontracté du gland. Il m'a servi trop bien. Il m'a dit « Écoute, je vais te dire un secret au sujet des Juifs. Je m'en fous complètement. » Ah mais ça m'a fait un bien. Et j'ai découvert que moi aussi, je pouvais essayer de m'en foutre des Juifs. Ça marchait 30 secondes. Après, ça me passionne. Voilà. Mais si je suis le symbole des Juifs paumés de ma génération, ça me va très très bien. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi un chat. Est-ce que c'est pour faire ce que Montaigne n'a pas réussi à faire, puisqu'il restait toujours perplexe en face de son chat? Voilà. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'elle est toute simple, mais c'est un gouffre, cette question. Le seul vrai animal de rabbin que j'ai connu quand j'étais petit, c'était le perroquet du rabbin Assayag à Nice. Le rabbin Assayag, il avait des difficultés d'élocution. Et à Nice, on avait un très très grand rabbin, qui était le rabbin Kling, qui était un immense orateur, qui chantait très bien. Il était alsacien, ce qui posait un problème à Nice, parce qu'à Nice, on avait le rite algérien. Et on chantait avec les airs algériens. Mais Kling voulait imposer les rites alsaciens à Nice, et il chantait à lui seul plus fort que tout le reste de la synagogue. Donc lui, c'était le grand... Et lui, c'était le grand rabbin. Moi, l'autre, je l'appelais le petit rabbin. J'étais bête, ça n'existe pas, petit rabbin. Et il était formidable. C'était le rabbin Assayag qui avait du mal à s'exprimer et qui possédait un perroquet, et le perroquet savait plein de phrases. Et le rabbin Assayag, il avait une phrase, il disait « Mon perroquet, il parle mieux que moi ». Et en fait, tout le chat du rabbin, c'est venu de ça. Et de longues années après, j'ai acheté un chat qui était le plus moche de chez l'éleveur. Et vous savez, les gens, ils regardent un animal, ils vous disent « Il lui manque que la parole ». Mais non, moi, c'était l'inverse, c'est que cette bête me regardait, et il était tellement bizarre que j'étais super mal à l'aise. Et c'est par malaise qu'on lui met des mots dans la bouche, parce que j'ai disséqué des chats quand j'étais au Beaux-Arts, leur cerveau est plus petit que notre œil, donc il ne se passe vraiment pas grand-chose dans la tête d'un chat. Mais nous, on a envie d'imaginer qu'il se passe des trucs. On a envie, quand il pisse partout, on a envie que ce soit un message secret, ou ah, il nous en veut, non, il a pissé, c'est tout. Mais c'est une vérité trop terrible. Donc je me suis mis à faire parler un chat qui a mangé un perroquet et qui a pris la parole. Et le cerveau d'un perroquet, c'est pas gros non plus. Comme quoi, la parole... Salut Johan. Bonjour Victor. Il y a toute J'ai- ma famille dans la salle. J'avais une question pour toi. En fait, je suis venu ce soir pour comprendre quelque chose que j'ai pas bien saisi dans une de tes dernières BD. J'avais beaucoup aimé, comme tu sais, la chanson de Renard. Et donc j'ai lu le tome 2. Et j'ai été interpellé par le fait que tu injectes la question du judaïsme de manière tout à fait inattendue, en tout cas pour moi. Et je pense qu'en recoupant tout ce que tu as dit ce soir, j'ai des éléments de réponse. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans tes interventions, c'est la question du tabou de la vengeance juive. Et est-ce que ça prend une place importante dans ce second tome dont je parle? Est-ce que le renard, en fait, qui c'est le renard? Est-ce que c'est une espèce de réalisation de ce tabou? Et aussi, relativement à ce que disait Victor, je trouve ça intéressant, effectivement, peut-être que tu arrives à mieux envelopper ce tabou au fur et à mesure de tes œuvres, et que tu l'abordes d'une manière tout à fait inattendue dans ton univers peut-être de refuge, ton univers héroïque fantaisique. Voilà. Et qui est le renard, en fait? C'est ça ma question. Alors d'abord, bravo, parce que on en a très très peu vendu de la BD de renard. Je suis très très heureux que tu m'en parles, parce que je voulais faire comme un chat du rabbin, mais qui a des griffes et qui peut se défendre, pour le dire tout simplement. Et je me suis dit, je parle de l'Algérie depuis 20 ans, alors que j'y ai jamais foutu les pieds, alors que la Provence, c'est ma région et je connais. Et j'ai commencé à acheter des bouquins sur les Juifs en Provence au Moyen-Âge. Et ce qu'on a appelé les Juifs du pape, c'est-à-dire les Juifs de la région d'Avignon, quand il y avait un pape en Avignon, qui étaient protégés. Il faut savoir qu'au début de l'histoire de France, il y avait
toutes sortes de religions présentes en France. Il y avait les cathares, il y avait les juifs, il y avait plusieurs obédiences chrétiennes. Et avant même bien avant la Saint-Barthélemy, je parle du Moyen-Âge, la puissance papale s'est mise à exterminer toutes les autres religions. Par exemple, ils ont tué tous les cathares jusqu'au dernier pour plus qu'un ait. Et le pape d'Avignon a décidé de conserver des juifs et de les protéger d'une certaine façon comme un exemple de ce qu'il fallait plus être ou comme un truc. Et une fois par an, lors de la Semaine Sainte, on se réunissait et on giflait un juif. Et il y a une légende mais qui dit que parfois il les tuait. Et bon, et puis il y avait la rue dont ils n'avaient pas le droit de sortir, et il y avait ceci, il y avait cela. Et là-dessus, je découvre que Judas, dans l'imaginaire chrétien, c'est un roux, et que le renard du roman de Renard, il est défini par sa rousseur. Alors, qui a écrit le roman de Renard? On ne sait pas qui, mais on sait d'où ça vient. On sait que ce sont des moines, qui étaient le seul endroit au Moyen-Âge où on te foutait la paix, c'est un monastère. C'est le seul endroit où tes parents n'allaient pas t'embêter, où on n'allait pas te tuer, où il n'y aurait pas de guerre. Donc, globalement, tous les gens plutôt marrants et plutôt intellos, ils se retrouvaient dans des monastères au Moyen-Âge. Et Renard, c'est une vraie œuvre provocatrice, anarchiste. C'est le premier vrai roman, de langue française. Et donc cette obsession-là du personnage du juif qui vit autour du pape et qui ne sait pas quoi faire, et ce Renard qui finalement laisse libre cours à une violence que mes personnages juifs ne s'autorisent pas. Et globalement, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup le chat du rabbin avait une épée? Mais c'est vrai que ça tourne autour des mêmes sujets. C'est que moi, je suis pas du tout favorable à la violence. C'est pas du tout ce que je dis. Mais d'abord, dans un récit fiction, pourquoi pas. Et ensuite, j'aime bien explorer tout ce qui se passe dans mon cerveau. Et puis, c'est marrant de dessiner des renards. Mais alors, j'ai pas compris le rapport avec Judas. Pourquoi vous avez évoqué Judas qui est roux? Oui, c'est dans l'imaginaire. Oui, mais alors Ah bah les Juifs sont roux dans l'imaginaire médiéval. Non, dans la vie, non. Mais dans l'imaginaire médiéval, oui. Et c'est comme ça qu'on définit le renard. Donc il y a un truc, il y a une figure. Ce que j'aime bien chez Renard, c'est que c'est la figure de détestation. C'est la figure au Moyen-Âge que tout le monde déteste. Tout le monde veut toujours se venger de lui, tout le monde veut toujours le jeter dans un truc. Bon. Il y avait une question encore. Peut-être. Oui, bonjour et merci beaucoup Bonjour. parce que c'est passionnant. J'avais des questions plutôt par rapport à votre style de dessin parce que je trouve que c'est captivant, qu'on rentre dedans. Vous avez des zooms sur les visages, on voit là des grands yeux. Il y a le côté un peu gondolant et puis tous les paysages. Donc voilà, je voulais savoir comment vous faites. Voilà, je suis très intéressée par votre dessin, je le trouve vraiment, vraiment très beau. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Non, franchement, je sais pas. Il y a beaucoup de dessins d'après nature. Je crois que ce qui me fait le plus peur, d'ailleurs ce qui fait le plus peur à tous les auteurs de bande dessinée, c'est l'artisanat. C'est le moment où on va derrière sa table le matin et on a l'impression de faire la même chose que tous les jours d'avant et tout d'un coup le dessin s'écroule sur lui-même. Donc il faut faire un truc qui nous donne envie de nous lever le matin. Et là, par exemple, sur le prochain Chat du rabbin, je viens d'en faire parce que j'ai décidé que c'était la Première Guerre mondiale. Et donc, moi qui déteste les uniformes, qui déteste dessiner des trucs un peu précis comme ça, j'ai 74 pages d'uniformes, de zouaves, de soldats turcs. Je fais toute la bataille de Gallipoli, je sais pas ce qui m'a pris. Et c'est pas fait pour moi, donc je fais de mon mieux. Après, le secret, c'est d'aller dessiner des choses qu'on aime bien. Par exemple, moi, j'aime bien les chats, donc voilà, hop, ça aide. Et non, et puis il y a des fascinations. Mais la BD a beaucoup changé depuis 30 ans. Par exemple, et ça c'est grâce aux Japonais, maintenant c'est autorisé de changer de style d'une case à l'autre. Tout d'un coup, il y a une case très soignée, une autre qui est très vite faite. Quand j'ai commencé, ça se faisait pas, c'était interdit. Ensuite, enfin, je sais pas, j'ai essayé toutes sortes d'outils. Ce qui me va le mieux, c'est quand même la plume et l'encre de Chine. Maintenant, depuis un an, j'ai une grande tablette informatique sur laquelle je fais mes crayonnés, donc je peux crayonner en tout grand. Après, j'imprime en petit, puis je décalque. Sinon, non, à part dire qu'il faut faire beaucoup de dessins d'après nature, j'ai pas. Voilà, puis je suis toujours très fan des autres dessinateurs. C'est quand je vois dessiner les autres gens, je sais pas comment ils font. Voilà, mais j'aime bien en parler. Je suis prof aux Beaux-Arts depuis 6 ans. Je suis absolument certain de servir à rien, mais par contre, je peux en parler pendant des heures. Est-ce que vous diriez
Est-ce que vous diriez que vous avez trouvé qu'il y a un moment donné où vous avez trouvé votre style justement, ou comment ça s'est fait? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il faut vraiment se faire croire qu'on a un dessin objectif et qu'on dessine le réel. Et moi, j'ai commencé à envoyer des projets aux éditeurs quand j'avais 14 ans et j'envoyais chez tout le monde en même temps. J'ai jamais rien obtenu avec élégance dans la vie. Et dans le meilleur des cas, ils répondaient non. Et à l'âge de 24 ans, la même semaine, 3 éditeurs m'ont dit oui pour 3 projets différents. Ça veut dire qu'il y a un moment où c'était devenu intelligible par d'autres êtres humains, mais j'étais le dernier à m'en apercevoir. À la limite, quand on m'a dit oui, j'ai presque trouvé ça injuste, parce que j'ai dit, mais mince, ça fait 8 ans que je leur envoie la même chose, alors qu'en fait, non. Et ça c'est une bonne leçon d'humilité pour quand de jeunes auteurs viennent me voir et qui me demandent mon avis. J'essaie toujours de me rappeler qu'ils sont aussi dingos que je pouvais l'être à cet âge-là, d'ailleurs que je suis peut-être aussi maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun recul sur son propre travail. Il y a un petit exercice amusant à faire chaque année au moment du festival d'Angoulême. Au moment de l'annonce de qui aura des prix, vous allez sur les pages Facebook de tous les auteurs, ils sont tous scandalisés que ce ne soit pas eux qui aient le prix. Parce qu'ils ont tous... le seul qui était vraiment sincère là-dedans, et d'ailleurs c'est mon maître, c'était Hugo Pratt. Hugo Pratt, quand on lui proposait d'être membre d'un jury de bande dessinée, il disait « Est-ce que j'aurais le droit de donner le prix à moi-même ?» Alors il disait « Bah non Hugo, c'est pas possible. Alors je ne vais pas venir parce que je suis un homme sincère. » Et c'était fini. Et voilà. Non, je suis complètement paumé, très anxieux. Ce qui me sauve, c'est que je suis un bâcleur méticuleux. C'est-à-dire je m'arrange pour être toujours en retard sur mes livraisons de pages. Donc j'ai parfois pas le temps de... Je me demande si c'est bien raconté. Si on comprend pas, je vais refaire. Mais je me demande rarement si c'est bien fait ou pas bien fait. C'est plus jouer juste. C'est pourquoi j'écrivais à la directrice d'école que mon petit garçon, notre petit garçon, qui chante juste. Et une dernière question. Oui, merci. Ah bon, alors peut-être 2 dernières. Une question très banale sur vos influences, tout simplement en dessin, peinture, gravure. Bon, j'imagine que vous aimez beaucoup Pasquine. Et accessoirement, je voulais savoir si vous aviez vu la rétrospective qui vient de terminer à l'Orangerie sur Sam Safran. Mais non, je connais pas. Je sais même pas qui c'est. Ah, dommage. Je vais aller voir. Bon, je vais aller voir. C'est vrai que, et je ne sais pas pourquoi, toute l'école de Paris a eu une influence ahurissante, ainsi que l'expressionnisme allemand et autrichien, sur toute ma génération, et pas seulement moi. Il y a aussi les illustrateurs des années 20-30 du groupe de l'Araignée, les Gus Boffa, tout ça. Mais enfin, je ne suis pas le seul, que ce soit Christophe Blain, que ce soit Blutch, que ce soit Tardy, on est tous très influencés par ça. Moi, il y a un projet impossible dans mes bandes dessinées, mais il est assez conscient. C'est Julien Nil qui me l'a dit un jour, il m'a dit « Mais tu vois bien que c'est pas possible, tu essaies de réconcilier Sampé et Jack Kirby. » Et c'est-à-dire ou Quentin Blake c'est-à-dire d'un côté un dessin d'illustration qui est forcément aéré, dans lequel il y a de l'air entre les traits, et de l'autre côté le dessin presque fer forgé de bande dessinée qui est avant tout typographique et dans lequel j'essaie de pas employer ce mot de dessin d'écriture parce qu'il m'énerve prodigieusement, parce que j'aimerais bien qu'on montre le dessin qui n'est pas un dessin d'écriture, mais il y a ça, il y a cette idée de mettre en bande dessinée quelque chose qui n'est pas fait pour et de s'arranger pour qu'on comprenne quand même. Voilà, donc si je disais les plus grandes influences, ce serait oui, Quentin Blake et Sampé d'un côté et Jack Kirby et John Buscema de l'autre, c'est-à-dire que les super-héros et les illustrateurs du New Yorker. Monsieur. Oui. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, en tant que médecin, j'ai l'impression que vous allez bien et que j'espère que le Covid, vous l'avez oublié. Ma question, je crois que c'est l'année dernière, il y a un dessin qui a été fait dans la rue à Avignon, qui représentait M. Jacques Attali, qui manipulait M. Emmanuel Macron. Et cette caricature sur un mur, que j'ai vue qu'en photo, mais j'aime bien Avignon, je connais bien cette région, cette caricature, on en a parlé beaucoup, et vous, M. Sfar, on vous a interrogé sur une des chaînes de télévision, et vous avez répondu quelque chose que j'ai totalement adopté depuis, concernant l'antisémitisme. Enfin, j'espère avoir bien compris, vous allez me le dire. Vous avez dit, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le problème. Voilà ce que vous avez dit, ça j'en suis sûr. Ah oui, peut-être que vous l'avez oublié, mais vous l'avez dit. Je tiens à préciser que je ne suis pas l'auteur de cette fresque. Vous savez qu'il y a quelques années, la République d'Iran avait décidé, en réponse à Charlie Hebdo, de créer un concours annuel de caricatures anti-juives et de caricatures sur la Shoah. Alors un collectif de cartoonistes israéliens s'est constitué
en exigeant de participer et en disant en antisémitisme, on est meilleur que les autres. Et ils avaient fait une série de dessins anti-juifs qui étaient les plus drôles que j'ai jamais vus. Oui, non, ce qui m'avait préoccupé, c'est pas que des complotistes fassent une fresque où on montre Attali. Ce qui m'avait préoccupé, c'est que le maire de la ville d'Avignon avait dit « Je ne vois pas en quoi cette œuvre est antisémite ». Là, ça m'avait un petit peu plus ennuyé. Et parce que j'ai pas l'espoir d'éduquer la personne qui a fait cette œuvre, parce qu'il y a un niveau, il ne faut pas juger un dessin, mais il y a quelque chose qui bon. Mais le maire d'une ville comme Avignon, qui tout de même accueille le festival chaque année, etc., c'est quand même pas. Là, il y a une volonté de regarder ailleurs qui est pas très, peut-être pas très saine. Non, mais je vous assure, moi je dois tellement à Clément Rosset, grâce à qui je suis un homme heureux, et vous avez raison, en bonne santé. Clément Rosset disait, lui le bonheur, il voulait pas entendre parler, il disait qu'il faut être joyeux, et il avait cette phrase géniale, il disait « La joie est indépendante du phénomène ». C'est-à-dire que tu peux être très pessimiste sur l'état du monde, ça t'enlèvera pas le sourire que tu as le matin, parce que chaque matin tu te réveilles en décidant soit tout est grave, soit rien n'est grave, et il vaut mieux opter pour le rien n'est grave. On va s'arrêter sur cette phrase de Clément Merci Rosset. beaucoup.